Bonjour, bonjour à toutes et tous et un grand bonjour à toi Cédric, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Salut Adrien, ça me fait très plaisir que Alors tu m'aies invité à cette interview. vraiment, plaisir partagé. On s'est un petit peu parlé avant pour la cadrer rapidement. Donc toi, tu es, éducateur spécialisé avec notamment une spécialité sur les troubles neurodéveloppementaux. Tu fais de l'ingénierie C'est pédagogique, ça. c'est-à-dire que tu construis des systèmes pédagogiques et tu as aussi une activité en cabinet. Est-ce que tu peux nous, pour qu'on apprenne à mieux te connaître, nous dire en quelques mots, on va pas évidemment faire ton CV, mais, si tu as eu une vie avant la pratique de l'hypnose, puisque c'est quand même ça notre point d'entrée principal, comment cette dernière a pu avoir une influence sur ta pratique aujourd'hui? Oui, mais c'était, je sais pas si tu te souviens de lors de notre discussion, c'était vraiment le sujet. Le sujet, c'était l'identité professionnelle. C'est un sujet qui me tient à cœur. Bah, en fait, l'hypnose, c'est plutôt un outil plutôt que ma pratique professionnelle. Et mon métier, mon identité professionnelle, c'est éducateur spécialisé, travailleur social. Donc pour recadrer, alors je crois on a déjà reçu quelqu'un tu as déjà reçu quelqu'un en fait qui était éducateur spécialisé. J'avais suivi ça avec intérêt. Donc en fait, c'est un métier du travail social. C'est une formation sur 3 ans qui brosse en quelque sorte toutes les sciences humaines au regard d'une prise en charge éducative, c'est-à-dire un compagnonnage avec des personnes avec différents types de problématiques. Les trois grandes problématiques référencées dans ce champ d'action du travail social, c'est le handicap, l'inadaptation sociale, bon, c'est les grands thèmes, hein, c'est pas forcément ça, c'est plus précisé, et le troisième qui est l'éducation au sens de l'éducation spécialisée. Donc moi j'ai travaillé au départ, ma première action, c'était vraiment dans les quartiers. J'ai travaillé à Paris pendant longtemps, dans le quartier Belleville, pour ceux qui connaissent. À une époque, donc c'était il y a plus de 20 ans, à une époque où c'était vraiment difficile. C'était pas des quartiers très faciles. Et mon travail, c'était de créer du lien dans la rue, donc pas dans un bureau, dans la rue, avec des personnes qui étaient désocialisées, on va dire, ou qui vivaient dans des communautés non socialisées. Donc ça a à la fois un lien avec les familles, à la fois un lien avec des plus jeunes, et pas forcément pourvoyeur d'animation. C'est pas mon métier, c'était pas de faire du sport, quoi. C'était vraiment faire du lien et trouver des vacances, réactiver des aides sociales, enfin bref, tout ce champ-là. Donc ça, c'est vraiment mon cœur de métier. Bon, ensuite, j'ai évolué là-dedans dans cette activité, dans ce métier, parce que c'est vraiment un métier, hein. J'ai évolué ensuite dans le champ plutôt du médico-social, c'est-à-dire en travaillant avec des personnes consommatrices de drogue. Donc un champ complètement différent, mais quand même en lien avec la précarité, l'isolement social. Et là, c'est toujours un métier de prévention, hein, on appelle ça un métier de prévention tertiaire. C'est-à-dire que mon but, c'était pas de les faire arrêter de consommer de la drogue, mais les accompagner à reconnaître cette problématique et à aller vers une meilleure santé. Donc tu imagines un programme un peu complexe. Heu et puis de là, j'ai changé encore une fois de parcours parce on a plusieurs options avec ces métiers et j'ai travaillé en psychiatrie, en pédopsychiatrie, donc psychiatrie, enfant, dans différents établissements, alors un peu à Paris, mais beaucoup à Nice surtout et ensuite en psychiatrie adulte et adolescent. Donc ces 3 champs en fait, cumulés m'ont donné, ben, à la fois, bon, une identité, professionnelle assez forte, à la fois fondée sur, bon, ben, des principes des sciences humaines du type, empathie rogérienne, enfin je vais pas faire, tu vois, le listing, conceptuel, mais enfin ça en fait partie. Et puis une pratique professionnelle, précise, dans différents cadres, dans différentes législations. Comme j'ai travaillé avec des soignants, au sens, légal du terme, du coup, j'avais une forte, j'ai une enfin une forte connaissance, une forte perception de quel est mon champ d'activité et quel n'est pas mon champ d'activité. Alors ensuite, j'ai aussi, donc j'ai un parcours un petit peu on va pas faire mon CV, mais ça dit pourquoi mon approche est assez singulière, en fait. J'ai aussi, créé ma propre structure médico-sociale, donc une assez grosse structure médico-sociale, parce que lors de mon parcours en psychiatrie, j'étais très frustré, en fait, du manque de contact avec les familles et j'ai commencé à découvrir aussi un grand écart entre, les concepts qui sont véhiculés dans le médico-social, qui sont quand même très empreints de psychanalyse, et la réalité de personnes avec des troubles neurodéveloppementaux. À l'époque, on disait pas ça, hein. À l'époque, on disait disharmonie évolutive,
C'est une manière de dire autisme, en fait. Mais voilà, comme c'était pas reconnu dans le champ des psychologues et psychiatres, on refusait toute approche cognitivo-comportementale. Enfin, c'était comme ça que c'était vécu à l'époque. Donc, il y avait tout un tas d'explications et moi, je me retrouvais vraiment verrouillé. Je ne comprenais pas. Et puis surtout, on n'avait pas de résultat. Donc, c'était un vrai problème. Là, j'ai un peu viré de bord. Je suis d'abord devenu éducateur spécialisé en libéral, puis après, avec la masse de travail, bah, je me suis beaucoup formé. Et après, j'ai monté une structure médico-sociale avec une spécialité au travail à domicile. Donc, j'ai articulé mes premières actions terrain où j'allais à domicile dans les familles, dans les quartiers, avec mon D'accord. approche cognitivo-comportementale, mais à domicile. Donc, j'ai embauché des éducateurs. Je te passe un peu l'aventure où, bon, au final, moi, la direction, c'était pas tellement mon. Enfin, ça m'intéresse d'innover, mais pas forcément de diriger des grosses. C'était une grosse structure, hein, jusqu'à 90 salariés. Puis après, j'ai décidé de changer un peu de me former encore plus. Je suis allé faire un master 1, un master 2 en ingénierie pédagogique, c'est-à-dire une formation qui. L'idée, c'est de, comme tu disais, créer des contenus de formation dans le but que les apprenants apprennent le mieux possible. Voilà. Alors là-dessus, mes métiers d'aujourd'hui, mon cabinet. Donc hypnose et sophrologie. Alors d'abord, j'ai été formé il y a mais des années à l'hypnose, mais des années, et j'avais jamais vraiment sorti ça de mon étagère. C'était plus une curiosité personnelle, mais il n'y avait pas vraiment. Enfin, je trouvais pas la manière de l'utiliser. Enfin, je n'osais pas et je trouvais pas la manière de l'utiliser. Et la sophrologie, c'est en fait la pierre qui m'a débloqué. Parce que j'ai quand même une approche corporelle qui est très forte. Je fais des arts martiaux depuis que j'ai 10 ans. Et donc, c'était naturel chez moi d'avoir le corps comme un élément de travail. Mais je voyais pas tellement comment l'articuler au quotidien, vraiment, à part faire des activités sportives. Alors, quand j'ai commencé donc à me reformer, parce que je me suis reformé, alors j'ai suivi un parcours bah, peut-être proche du tien, hein. Je suis allé me reformer auprès des professionnels de notre temps. Donc, bah, Jordan Véro, Antoine Garnier, toi, par exemple. Je suis allé revoir avec toi les bases de Rossi. Bon, qui ont une approche très centrée sur leur technique, en fait. Ils se reconnaissent de leur technique comme étant des professionnels de leur technique, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Comme Dufour, par exemple. C'est des outils qu'on a, mais c'est pas forcément le sens de notre travail. Je sais que tu poses traditionnellement la question, est-ce qu'on dit hypnothérapeute, comment on se définit? Je sais que je suis ton podcast, je suis un peu le fan club là. Mais disons que dans mon cas, je dis hypnothérapeute parce que déjà, j'ai pas tellement peur des. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui angoissent sur les questions légales, etc. C'est pas parce qu'on fait de l'hypnothérapie qu'on fait du soin au sens légal. Moi, je fais pas de soins. Ça veut pas dire qu'on prend pas soin des gens. Mais pour autant, je fais pas des soins au sens légal. Oui, oui, c'est très short, c'est vraiment, mais c'est important d'un point de vue légal. Je suis pas médecin, je suis pas infirmier, je suis pas aide-soignant, mais par contre, il y a une approche de la relation de soins à ce moment-là. Et effectivement, mon cabinet, il est plein de personnes qui ont des troubles pathologiques. Mon travail, il est vraiment là, moi. C'est vraiment là. Les gens me sont adressés par le circuit médical pour des questions pathologiques du type, enfin, je sais pas moi, troubles du comportement alimentaire lourd, schizophrénie, ce genre de choses-là. Donc, forcément, je peux pas me positionner comme un hypnothérapeute qui aurait été formé, disons, sur un format assez court et à qui on conseillerait de ne pas prendre en charge ce type de problématiques parce qu'elles sont complexes. Je t'interromps une seconde parce que du coup, Il faut, il faut, effectivement, il faut, il faut, il comme faut. on sait que tu as une volubilité, ne serait-ce que pour donner Voilà. du volume. Non, non, mais c'est génial de rentrer dans ton paysage, dans qui tu es, dans ton mode de fonctionnement. J'ai l'impression que tu dis des choses très importantes et c'est aussi pour ça que je suis ravi qu'on soit ensemble aujourd'hui, justement, parce que le but de ce podcast, c'est d'arriver justement avec différents interviews, avec différents regards, éclairages et parcours de vie, d'arriver à clarifier au maximum la pratique de l'hypnose. Et plus j'avance, plus je me rends compte que c'est un peu un tonneau des Danaïdes, quoi, parce que finalement, il y a tellement de manières de pratiquer que voilà, je ne suis pas encore Bien arrivé à sûr. un stade d'homogénéité. Mais toi, tu as commencé le tout début de l'entretien en disant, en gros, l'hypnose, c'est un outil au service de mon métier d'éducateur spécialisé. Et j'ai l'impression que ça va être un peu s'il y a deux populations, entre guillemets, des gens dont l'outil est le métier, ce qui est Oui, tout hyper à fait. challenging Tout parce à fait. qu'on sait qu'apprendre l'hypnose est assez facile en termes de technique. En quelques Exactement. jours,
peut savoir faire de l'hypnose. Après, faire de l'hypnose, Exactement. une méthodologie d'accompagnement, bah, ça, c'est comme tous les Exactement. autres métiers. Tu dis, éducateur spécialisé, c'est 3 à 5 ans de formation. Tu es allé refaire de l'ingénierie pédagogique pendant 2 ans. Hem Non, et mais je pense que c'est exactement le point, tu le situes parfaitement. C'est-à-dire que moi, je distingue, j'ai toujours fait très attention à distinguer technique et méthode parce que ça a toujours été en fin de compte, le discours derrière. À une certaine époque, quand sont arrivées les techniques cognitivo-comportementales spécialisées dans la rééducation de troubles du comportement, notamment dans mon cas, moi, je travaille avec des personnes qui ont des troubles neurodéveloppementaux, par exemple, avec des formes d'autisme. Je dis autisme hein, parce que c'est le mot valise, mais en fait, bon, on peut dire d'autres mots. Ouais, voilà, c'est le mot large. Euh, Disons que ces techniques-là ont été présentées souvent comme des méthodes, c'est-à-dire un genre de truc très cadré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ça y est, c'est fait. Or, en fait, non. Enfin, dans ma pratique professionnelle, moi, je dis non. Donc, j'ai une approche plutôt, j'ai des techniques, des outils. Pour moi, technique et outils, c'est synonyme. Et après, méthode, pas tellement. J'ai plutôt une approche qui est liée à mon identité professionnelle. Donc, en tant qu'éducateur, par exemple, la notion d'entretien, comme aujourd'hui, enfin, c'est pas vraiment comme aujourd'hui, puisque c'est ton entretien. Enfin, c'est toi qui m'interviews, on va dire. J'ai pas de problème à ce niveau-là. J'ai été formé longuement, j'ai beaucoup d'expérience, donc ça n'a jamais été une question. Mais c'est souvent des questions que rencontrent des jeunes hypnos, des jeunes sophrologues qui se posent la question, qu'est-ce que je fais? Enfin, en tout cas, ils ont appris une technique et ils sont un peu perdus. Ils aimeraient bien avoir une méthode d'ailleurs pour faire, mais ils n'arrivent pas trop parce que le plus dur, c'est qu'est-ce que je fais face à la personne et si elle me dit ça, qu'est-ce que je fais? Et comment me positionner, comment me faire payer? Enfin, tout un tas de questions qu'on a qui sont légitimes. Et avoir une vision de l'accompagnement. J'ai fait, du coup, un des entretiens qui m'a beaucoup touché aussi, c'était avec, Cyril Champagne qui a fait un excellent papier sur les fondements théoriques de la pratique d'Erikson et en fait, on se Absolument. rend compte qu'Erikson, il avait une vision constructiviste, il avait une connaissance des modèles, psychologiques qui le précédaient et l'hypnose effectivement, bah, il était psychiatre. L'hypnose venait prendre, une place très importante dans sa pratique, mais qui n'est pas, je dirais, déracinée de connaissances d'accompagnement et Exactement. c'est vrai que, heu bon, j'ai l'impression que dans la plupart des formations, je dirais en hypnose, comme seule méthode ou comme seul outil, eh bien, c'est peut-être plutôt du comment dire? Du ressort des stagiaires d'aller dans la connaissance et l'acquisition, de ce voilà, de ce contexte ou de, cette vision de l'accompagnement, et j'ai l'impression quand tu nommais Olivier Thévenin là, qui est effectivement un éducateur spécialisé à Rennes, qui était venu faire, un entretien avec moi, que la formation en tant qu'éducateur spécialisé, en tout cas, bah, elle vous équipe justement sur, votre Eh oui, positionnement, une forme d'approche, je pense, un petit peu structurée, d'un certain nombre oui, d'entretiens, quels sont tes points de repère oui, pour savoir où tu vas, peut-être, des oui. éléments diagnostiques, je sais pas, mais en tout cas, certainement que sur les troubles neurodéveloppementaux, tu Oui, oui. as développé une Mm, mm. capacité diagnostique Oui, oui. pour justement, Même au niveau social, tu vois, ouais. par exemple. Mais bon, on revient à la notion d'identité professionnelle. Moi, j'anime des formations hein, en hypnose et sur la sophrologie. Bon, clairement, mon prérequis, c'est l'identité professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent avec différents métiers. Ils sont comptables. À la base, mon premier travail, quand j'anime une formation de ce type-là, ça dure pas une semaine parce que j'estime qu'il faut du temps. Il faut du temps de maturation. Ça ne veut pas dire que ça pourrait être une semaine au regard du nombre de jours réels, voilà. Mais il y a un séquençage étalé sur plusieurs mois parce qu'il y a un contenu théorique. Quand tu parles d'histoire, c'est hyper important. On ne peut pas ne pas se situer, enfin moi en tout cas, je me situe au regard de d'autres concepts que les miens. J'existe là-dedans et j'ai un regard sur les autres et sur moi-même, bien sûr, à travers différents filtres. C'est pour ça d'ailleurs que je ne me situe pas dans le bien-être. Et donc, mais plutôt dans la relation d'aide. C'est très important. Moi, je suis pas, par exemple, je respecte énormément le secteur du bien-être. Mais pour moi, le bien-être, ben, on a une proposition de service, la personne s'allonge, on la masse, je donne un exemple au hasard, hein, on la masse, la séance est terminée, au revoir monsieur, et voilà. C'est ça. On a fait notre acte technique et ça y est. Mais moi, je me situe pas là. C'est-à-dire que c'est au travers de la relation aussi que va se créer des résolutions de problèmes, par exemple, et pas simplement parce que je vais utiliser une technique. Déjà, mon choix technique est vaste. Donc,
c'est comme si j'étais un plombier, tu vois, et je disais: «Ah bah non, moi j'ai qu'une clé à molette, hein, donc je peux tout solutionner, mais il faut que vous ayez un truc pour faire ma clé à molette, sinon, je peux enfin, tu vois? Donc moi j'ai une clé à molette, un marteau, un tournevis, tout ce qu'il faut pour faire mon action. L'action qui est, la personne aurait un problème au cours de sa vie ou dans sa vie. Alors j'utilise rarement les mots psychique ou esprit. Parce que là aussi, j'ai progressé dans ma réflexion sur le sujet. J'ai été longtemps baigné par l'approche d'abord de Dolto, tu vois, éducateur, bon, on a une approche comme ça. J'ai été baigné par les approches des pédagogues comme Piaget, et tout un tas, enfin, tu vois, de personnes. Bon, à un moment, j'ai pris la distance avec la notion d'inconscient, qui pour moi était un peu un concept au final un peu farfelu. Et maintenant, je me sens plus dans une approche phénoménologique, c'est-à-dire vraiment, c'est ce que je vois ou ce que je ressens maintenant qui compte. Donc, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas des pensées qu'elle conscientise pas. Ça, c'est possible. Mais pour moi, inconscient, par exemple, c'est le cœur qui bat. Bah oui, ton cœur, il bat, t'en es pas conscient, mais il bat. Ça, c'est un peu le mécanisme automatique inconscient. Voilà le pont un peu avec l'hypnose aussi. Et quand on parle d'inconscient, pour moi, tous ces mécanismes automatiques, c'est un peu ça l'inconscient. Et parfois, c'est le fait ben, que telle sensation soit connectée à tel souvenir sans qu'on y prenne vraiment conscience. Et que ça déclenche un certain type de choses qu'on subit un peu. Et à un moment, c'est ça le... Voilà. Si j'avais, moi, tu vois, un axe, on va dire, théorique, maintenant, c'est l'axe cognitivo-comportemental. Alors, au sens large, parce qu'en fait, il y a plusieurs époques cognitivo-comportementale et plusieurs vagues de thérapie. Moi, je suis plutôt porté vers la thérapie de l'acceptation, qui est une thérapie assez fraîche, assez simple, pratique à utiliser, facilement transmissible. J'ai une approche hyper pédagogique. Mon but, c'est de transmettre des outils à utiliser. Donc là-dessus, je me rapproche de l'hypnose hellmanienne, dont l'idée, c'est que l'hypnose, c'est d'abord l'auto-hypnose. Et donc, ça doit être facile à apprendre parce que la personne peut se l'auto-administrer. Ensuite, effectivement, quand on va sur des problèmes plus complexes, je pense à, tu vois, à des personnes qui pourraient avoir des problèmes de dépression, etc. On va dire ce genre-là, hein, anxiété, dépression. C'est sûr que la technique ne suffit pas à régler le problème. Pourquoi? Parce que les gens sont dans ton cabinet un certain temps, mais en fait, leur vie, c'est ce qui est le plus important dans le temps. Donc à un moment, je ne crois pas que un travail de 45 minutes en hypnose va résoudre leurs problématiques générales. Oui, ils vont être apaisés, ils vont trouver un genre de solution, mais au final, c'est l'observance d'une activité à domicile qui peut en tout cas générer un changement ou du bien-être. D'ailleurs, je ne crois pas forcément que le changement soit le but ultime de tout mon travail, hein. Dans certains cas, il ne s'agit pas de changement, il s'agit d'acceptation. Alors là aussi, ça va un peu à rebours des modèles actuels qui sont très... Par exemple, moi, je m'inscris pas du tout dans le développement personnel. Mais vraiment, mais pas du tout. Parce que pour moi, c'est un modèle qui est assez négatif, qui a tendance à projeter les gens vers des idéaux qui sont parfaits, et ce qui les met régulièrement en échec. Avec eux-mêmes, je ne suis pas cette meuf que j'ai vue avec ses tablettes, je ne suis pas ce mec qui réussit tout, je ne suis pas ce businessman qui est tellement bon, qui gagne je ne sais pas combien par mois. Du coup, ça crée des espèces d'effets d'effondrement de gens qui se disent: «Mais j'y arrive pas, je suis donc nul», et petit à petit des estimes de soi qui s'effritent. Donc moi, le développement personnel, c'est pas tellement mon champ. Donc c'est pour ça que je vais vers le champ de l'acceptation, enfin, la théorie de l'acceptation, la thérapie ACT, qui est une thérapie, super intéressante à mais bon, elle s'inscrit elle-même dans le champ des thérapies cognitivo-comportementales. Mais tout ça pour dire que, quand même, ce qui me permet de naviguer autour de ces concepts, c'est vrai que c'est mon métier initial, éducateur spécialisé. Mais quand même, si tu regardes bien, tu vois, dans mon parcours, mon dernier gros point de formation, c'est ingénieur pédagogique, totalement lié, au final, à l'hypnose aussi. Parce que, après tout, c'est ce que nous apprennent l'école de Palo Alto. Tout est communication, transmission. C'est quoi la pédagogie? Bah, c'est la transmission. Donc à un moment, pratiquer l'ingénierie pédagogique, c'est réfléchir à ça. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour que la personne, non pas entende ce que je dis, mais retienne un certain nombre d'éléments qu'elle transformera en compétences derrière, qu'elle pourra utiliser pour elle-même dans des contextes différents. Et ben, l'ingénierie pédagogique, moi, c'est aussi mon outil au cabinet, pas simplement en formation.
Oui, ça fait un peu, je sais que ça fait un peu 360, mais c'est tout à fait comme ça que j'habite mon activité. Au quotidien, disons que d'avoir cette vision, par exemple, du métier d'éducateur, même si je peux pas qualifier totalement d'éducateur spécialisé, euh, bah, ça me permet, comme tu dis, d'avoir une espèce de repère. Alors, en formation, quand on est comptable, par exemple, et qu'on arrive en formation chez moi, mon premier travail, c'est un peu ça, c'est de dire, oui, je comprends, tu veux faire une reconversion professionnelle, tu es dégoûté de ton ancien métier, tout ça, mais non. Tu ne peux pas jeter ça, c'est très important. Parce qu'un comptable, par exemple, c'est très précis. Ça sait structurer les choses. Et donc ça, tu peux l'utiliser si tu veux te reconvertir dans un nouveau métier. Donc c'est dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain, alors qu'il y a des trucs qui sont vraiment pertinents. Mais pour ça, bah, il faut du temps. Et quand tu n'apprends que la technique, tu peux pas faire ça. Moi, mon métier, c'est de fabriquer en quelque sorte des futurs professionnels, pas simplement des techniciens ou des praticiens. Des professionnels qui ont une assise personnelle, tu vois, sans faire de la Euh, thérapie avec eux, hein, d'ailleurs, hein. Tu vois? Je fais pas leur thérapie, hein. C'est la construction au sens presque du coaching. Éducateur spécialisé, c'est un peu la racine du coaching, hein. C'est pas le coaching, c'est une version managériale, mais la version éducateur spécialisé, c'est quelque chose de plus sciences humaines, on va dire. je Excuse-moi, rebondis, Adrien, hein, non, non, je t'en prie. Je rebondis sur le. Je bois tes paroles, donc c'est parfait. J'espère que c'est le Moi, cas je de bois mon nos café, auditeurs. mais je bois tes paroles aussi. Ça marche aussi. J'espère que c'est le cas de nos auditeurs, auditrices aussi, mais j'en doute pas. Euh, Sur le développement personnel, c'est vrai que bon, il y a une vague énorme par rapport à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui sont utiles. L'idée qu'on puisse avoir une forme de contrôle, qu'on puisse s'améliorer, qu'il puisse y avoir une curiosité de mieux se connaître et Mmh, d'explorer comment on peut mieux vivre sa vie, si ce n'est s'améliorer. L'idée, c'est pas forcément un jugement de valeur. Après, je partage totalement ton point de vue. Je sais pas si c'est ce que tu disais, euh, mais c'est vrai que ça peut rapidement créer des cercles vicieux où c'est ça. il peut y avoir des objectifs idéalisés. Et en plus, d'un point de vue un peu social, l'idée que, en gros, si tu veux pas bien, c'est parce que tu penses pas bien, c'est forcément un peu raccourci. Exactement. Parce qu'on vit quand Ouais. même dans des structures sociales, on vit dans des environnements, on vit dans des contextes, et peut-être que parfois il y a des éléments qui sont pas du ressort personnel. Alors après, on peut toujours te prendre les contre-exemples des Bob Marley qui sont sortis du ghetto et qui ont transmuté la difficulté. Néanmoins, aujourd'hui, Ouais. c'est vrai Est-ce qu'on que a c'est le pas développement tous les mêmes personnel? balles, Ça, je quoi. sais pas trop. Ouais, ouais, je sais pas si c'est vraiment le développement personnel. Tu vois, pour aller plus loin, parce que c'est exactement ça. L'idée même qu'on serait tout le temps heureux, pour moi, c'est complètement absurde. L'idée qu'on sait tout toujours bien, c'est complètement absurde. Même plus que ça, c'est même négatif. C'est pas Parce que forcément le. l'apprentissage aussi de la douleur, tu vois, l'apprentissage de la tristesse, l'apprentissage du non, en général, c'est quelque chose de positif. Mais ensuite, effectivement, si c'est là où on est à la frontière de la pathologie, si ça commence à être quelque chose qui remplace en quelque sorte la réalité, bon, bah là, ça devient un problème. Dans le développement personnel, il y a quand même l'idée du modèle. Alors, bien sûr que je sais que dans les cabinets, c'est pas ce qui se pratique vraiment, mais dans les publications sur les réseaux sociaux, sur pas mal de bouquins, quand tu vas dans n'importe quelle librairie, tu vois des bouquins de développement personnel. C'est assez surprenant. Cette dimension de, allez, 1, 2, 3, 4, et ça y est, ma vie est géniale et je suis le chef d'entreprise du siècle, tu Là, vois. c'est marrant ce que tu dis, en tout cas, ça fait vibrer une corde personnelle. C'est que c'est vrai que dans mon parcours de vie, il y a eu un moment où j'ai cru que le but c'était d'être heureux tout le temps. Et pire que ça, j'ai cru trouver une sorte de panacée, une solution pour être heureux tout le temps. À l'époque, je faisais des bouquins sur le bouddhisme que j'ai mal compris et l'impression que si jamais je mettais à distance mes émotions, eh bien, C'est ça. je serais heureux tout le temps. Un jour, il y a une personne avec qui je discutais de ça qui m'a dit. Alors, je m'étais rendu compte que c'était pas forcément du bonheur, mais que ça pouvait être une forme de sérénité. Puis ensuite, elle m'a repris en disant, tu penses que c'est plutôt de la sérénité ou c'est plutôt de l'apathie? Et effectivement, ça ressemblait Très plus à juste. ça. Et d'ailleurs, c'est rigolo puisque dans mon parcours de rencontre de l'hypnose, à l'époque où j'avais eu cette épiphanie de me dire qu'il fallait que je sois heureux tout le temps et que je mette à distance mes émotions, j'avais complètement oublié. J'étais dans le bus en arrivant en prépa et j'ai eu l'impression d'éteindre un interrupteur dans ma poitrine. Et en fait, la personne qui m'a ouvert la porte de l'hypnose, on était dans un bar en train de discuter. C'était quelqu'un qui avait fait de la PNL et de l'hypnose dans le cadre de la magie. Et il me dit, pour lui, c'est comme si à l'intérieur, on aurait des boutons, des leviers, un centre de commande, des interrupteurs. Et au moment où il a dit le mot Hyper interrupteur, il m'a fait faire une constructiviste. régression spontanée. Et j'ai vu mon interrupteur qui était toujours éteint et qui était couvert de poussière.
Sachant que j'avais commencé à sentir que le fait de vouloir ne vivre que des émotions positives était forcément pas totalement correct et la bonne manière de vivre ma vie. Et donc, je crois qu'il y a une vraie Mmh. révélation sur l'hypnose. Ok, ça m'a mis au contact de quelque chose de très fort qui m'a surpris. C'est comme D'accord. si tu disais, moi, je mets que du sel, tu vois, sur mes aliments. Ouais, bien sûr. Non, c'est intéressant d'avoir, des palettes de goûts, parce que c'est ça qui fait la dimension profonde de l'humanité. Mais, c'est toujours moi je trouve ça toujours intéressant, ces sujets-là, parce que dans le fond, par exemple, là, quand tu disais, les interrupteurs, tu vois? Métaphore intéressante, hyper datée historiquement, en fait. C'est presque, tu vois? Ça fait partie des composantes de l'école Palo Alto, l'informatique, la cybernétique. C'est un interrupteur on-off. Bon, moi, je sais pas un interrupteur on-off. Parce que dans le fond, je te dis pas que la métaphore me parle pas, hein, mais disons que véritablement, moi, je pourrais voir autre chose. Je pourrais voir un tamis, par exemple. Alors, je mets un tamis et en fait, juste, il y a certaines particules qui passent pas à un moment, tu vois. Genre, tout ce qui est positif passe, mais ce qui est négatif passe pas. Et je voulais juste rebondir sur un sujet, enfin, sur un truc très pertinent que tu as dit. En fait, dans le médico-social, c'est souvent la même discussion sur le mot de posture. Distance, posture. C'est tout un. Quand tu disais, je mettais à distance mes émotions. Parce que je pensais que la sérénité ou une espèce d'élévation de soi, ce serait d'être toujours radieux, zen, souriant, heureux, bien heureux. Euh, Dans le médico-social, la santé aussi beaucoup, hein, j'interviens régulièrement à l'université à Nice, auprès de psychologues ou d'autres professionnels pour parler de ces sujets-là, hein. Sur la notion de distance, entre la personne et toi, il y a tout un continuum conceptuel, hein. Tu pourrais utiliser le mot alliance thérapeutique parfois, mais c'est vraiment vaste, c'est pas que ça. C'est pas que la psychanalyse. La psychanalyse, c'est tout petit en fait, sur cette dimension de la relation à l'autre dans un acte particulier. Les commerciaux aussi hein, ont des relations avec les gens, hein. Le coiffeur, la caissière, tout le monde. Ce qui est intéressant dans la dimension distance-posture, c'est que effectivement, quand on est dans nos métiers, souvent il est question de la posture qui te met à distance de l'autre ou qui te met à distance de toi-même. Sous-entendu, les émotions de l'autre seraient un peu toxiques et les tiennes seraient un peu toxiques pour l'autre ou pour toi-même. Alors il y a des années, des années, des années, lors d'un stage en psychiatrie, je récite ma leçon. Oui, oui, moi je suis à distance, j'ai une posture, etc. Donc je peux être objectif. Sous-entendu, c'est ça, hein, derrière. Mais ce qui est jamais vrai, en fait. Mais c'est comme ça que c'était sous-entendu. Et le psychiatre me dit, mais en fait, tu sais, quand on est à distance ou en posture, en fin de compte, on est hermétique. Quand on est hermétique, il m'apprend cette métaphore, il me dit, mais c'est comme si on versait de l'eau sur une souche d'arbre et qu'en fait l'eau reste à l'intérieur et ça pourrit, puisque c'est hermétique. Donc soit ça ne rentre pas, soit quand ça rentre, ça ne sort pas. Donc lui m'avait développé la métaphore de la porosité, l'idée que ça me traverse, je suis touché par ça, mais ça ressort. Et tout l'enjeu de notre métier, de notre travail, c'est d'être capable d'avoir une position méta à ce moment-là. C'est-à-dire d'être capable d'être légèrement en décalage de ce que je pense quand je le fais. C'est pour ça qu'on est fatigué aussi dans notre travail, parce que ça demande un espèce de jeu de positionnement. Je me vois en train de faire ça avec la personne. On parle souvent de dissociation dans l'hypnose. Bah, mon travail, c'est d'être un peu dissocié de ce que je fais et de la personne au moment où je fais mon travail. C'est ça qui est si dur. Penser à ce que je fais en le faisant. Avoir un acte en ayant un léger décalage de pensée. Donc cette notion de distance posture, ça prend aussi beaucoup de temps, je trouve, à se fabriquer. C'est pour ça qu'au départ, on utilise la méthode. Parce que la méthode te permet d'acter quelque chose de manière un peu routinier, automatisée, qui te laisse un peu de marge pour réfléchir. Je ne crois pas à l'improvisation magique. Les bons improvisateurs sont ceux qui travaillent, pas ceux qui sont hyper doués et créatifs. Ça se travaille énormément, l'improvisation. Pour ça, on crée une routine, un tapis qui roule. C'est par exemple des inductions type qui marchent bien, si on parle d'hypnose, hein. Mais pour revenir un peu, tu vois, sur la connexion que je fais sophrologie-hypnose, j'ai peur d'hérisser le poil de tous les sophrologues de France, mais enfin bon, tant pis. J'ai choisi par exemple là un angle complètement différent de la sophrologie utilisée en France, tu vois. Moi, j'ai choisi l'angle neuro, pas l'angle psycho. C'est-à-dire, j'ai choisi de penser
au regard de la manière dont cette technique a été fabriquée, que c'était l'angle neurologique qui était le plus important. Donc faire le lien entre l'approche sensorielle, le corps, et les aspects, disons, neurologiques, disons, l'impact sur le cerveau. En général, les formations sont très centrées sur psychosomatique. Moi, plutôt neurosomatique. Tu vois, il y a une petite distinction. La sophrologie, ça me permet ça. Ça me permet d'utiliser le corps avec certains types de mouvements, sans forcément chercher à donner un sens métaphysique au mouvement. Mais la question des mouvements, et toi tu le sais bien, puisque tu connais bien les mouvements idéomoteurs, eh bien c'est un peu la même chose, mais dans un angle encore plus permissif que celui de la main qui se lève ou des mains qui se séparent ou des mains qui se rapprochent. Là, on est vraiment sur un mouvement automatisé, par exemple, tu vois, comme celui-là, et on va travailler l'imagination de la personne à ce moment-là. C'est même pas la visualisation. Là aussi, je m'inscris parfois un peu en faux avec mes collègues qui pensent que la visualisation, c'est la spécialité de la sophrologie. Pour moi, non. Pour moi, c'est l'imagination au sens Antoine Garnier quand il parle de ses inductions par imagination, tu sais. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez du sable ou de la terre, etc., etc. Disons que moi, j'articule du coup dans ma pratique professionnelle en cabinet euh, différents choix techniques, emprunts de thérapie cognitivo-comportementale, emprunts de techniques psychocorporelles. Dans ma tête, c'est psychomotricité et sophrologie, et emprunts de techniques, disons, qui suspendent l'esprit critique. Ça, c'est le discours typiquement hellmanien de l'hypnose. On suspend l'esprit critique et c'est pour ça que on peut faire passer des suggestions. C'est comme ça qu'on le parle en hypnose hellmanienne. Le but n'est pas de faire une induction, le but c'est un moment que l'esprit critique soit un peu figé et du coup on passe des suggestions. Et la personne peut ensuite avoir plus de liberté pour un temps de développer ce qu'elle peut développer. Voilà. Super, je pense aux gens qui nous écoutent, j'ai l'impression qu'il y a probablement il y a plein de choses qui pourraient être très éclairantes. J'ai envie que tu nous parles un peu de l'accompagnement des personnes qui sont neuroatypiques, je crois, c'est le bon terme, Très ouais. bien. Avant ça, alors c'est pas une question facile, mais tu as déjà commencé à y répondre, peut-être aller vers un peu plus de précision, justement pour les gens qui sont en reconversion, ce qui est aujourd'hui, je pense, quantité de gens importante dans le monde de l'hypnose et de l'apprentissage de l'hypnose. Justement avec, ta vision de l'accompagnement et ta connaissance de l'ingénierie pédagogique, hem, pour des gens qui ne sont pas issus du médico-social ou qui n'ont pas justement cette identité, pour les aider à pouvoir justement développer cette identité d'accompagnant, qui effectivement, on s'en rend compte, avoir une technique ou des méthodes, c'est un peu léger. Ça peut être bien pour commencer et du coup Oui, découvrir et puis se construire. Moi, c'est vrai qu'avant de faire de l'hypnose, je faisais du conseil en entreprise et j'aidais les entreprises à se réorganiser. Et quand je suis parti de ça, j'ai eu l'impression, plus jamais ça, c'est Babylone. c'est Euh, ça. et en fait, effectivement, j'ai fait ce chemin de me rendre compte que ça faisait partie de moi et qu'il y avait des choses utiles. Il y a des enjeux en entreprise, il y a aussi plein de gens qui y travaillent, il y a plein de souffrances, il y a plein de besoins aussi, notamment de bonnes techniques ou méthodes de communication. Et l'hypnose peut s'adapter à l'entreprise. Et du coup, effectivement, bah, ça a pris du temps. Que je fasse émerger, entre guillemets, mon identité d'accompagnant. C'est d'ailleurs quelque chose qui est vivant et qui continue de se construire. Mhm. Pour les gens qui seraient peut-être, je sais pas, un peu plus tôt dans ce chemin ou qui seraient dans la perspective de cheminer ce chemin, je dirais, toi, quels seraient peut-être tes conseils ou tes éclairages qui peuvent permettre aux gens de plus facilement ou avec plus de satisfaction trouver leur identité pour pouvoir travailler de manière la plus saine et sécure pour eux et pour les gens qui s'accompagnent. Alors déjà, si je prends ton exemple personnel, tu vois, ce que tu en as dit, bon ben, tu as fait une prépa, donc on sait déjà que tu as une prédisposition quand même, une capacité à subir des charges fortes, avec, j'ai un fils en prépa, donc tu vois, je vois le délire, je sais ce que ça fait comme pression psychologique, il faut se mettre dans un espèce d'état d'esprit. Bon ensuite, tu parles de ton expérience professionnelle, de ton identité professionnelle, conseiller en entreprise, consultant, on va dire. Bon, déjà énormément d'expertise, de compétences inclus dans cette expérience, qui font qu'en fait, quand tu switches vers l'action de cabinet, en fin de compte, tu as avec toi déjà un petit bagage. Alors, ce que je conseille à des personnes, c'est souvent, on m'envoie, je suis pratiquement un des seuls sophro-hypno des Alpes-Maritimes qui prend des stagiaires. Je prends des stagiaires au cabinet.
C'est-à-dire que je les inclus dans ma pratique professionnelle de manière quotidienne. Donc c'est, moi je trouve ça incroyable qu'il y ait si peu de professionnels qui osent. Les réponses qu'on donne aux stagiaires, c'est: «Ah oui, mais vous comprenez, les patients, ça peut les déranger». Je sais que souvent, il est question de: «J'ai pas trop envie qu'on voit ma pratique parce que des fois que je sois un peu moyen», voilà. Moi, je sais que c'est pour ça que je prends des stagiaires, parce que ça m'oblige à travailler. Ça m'oblige à mettre en cause ce que je pense ou même me rendre compte que je fais n'importe quoi et que c'est intéressant que quelqu'un d'autre soit là pour, à un moment, donner ce regard. Je Donc, t'interromps une poursuite. seconde, c'est amusant, Vas-y, vas-y. parce que tu as cité deux éléments forts d'une approche de Bob Burns. Je ne sais pas si tu as lu son bouquin, j'ai traduit son Mmh, bouquin. mmh, mmh. Effectivement, J'ai il, suivi donc après ce que tu as écrit. c'est un des grands défenseurs de parce que vous êtes professionnel, vous êtes scripté, on n'improvise pas parce qu'on est créatif, on improvise parce qu'on Oui, connaît ses gammes. Donc c'est étonnant. Et il a exactement. aussi une autre grande spécialité, en tout cas une approche différenciante dans la pédagogie, c'est qu'effectivement, il propose aux stagiaires de Oui, venir le suivre en cabinet pour voir comment, quand il reçoit des gens qu'il ne connaît pas. absolument. Non, mais j'ai lu comme tu en as parlé dans tes podcasts, du coup, j'ai suivi un peu ce personnage, mais c'est bon, c'est purement, bah, c'est comme quoi on peut, tu vois, partager les mêmes continuums. Moi, j'ai été formé aussi comme ça. Donc, j'ai appris sur le terrain. J'avais du théorique, mais aussi énormément de pratiques professionnelles. Et c'est vraiment tu veux l'affrontement des deux, parfois c'est complètement antinomique, tu apprends des choses et c'est n'importe quoi. Enfin, dans la réalité, c'est inutilisable, voire même c'est freinant. Donc bon, parfois c'est bien d'être freiné aussi, hein, mais disons, dans certains cas, ça te crée des problématiques qui sont pas de confiance ou trop de confiance ou bon. Donc pour moi, l'idée, c'est l'idée un peu des centres hospitaliers universitaires. Il y a, c'est la pratique qui fait le professionnel que tu vas être. Si tu veux être ce professionnel, il va falloir apprendre. Et puis, il y a pour le professionnel cette dimension d'avoir quelqu'un aussi qui est là. Je trouve ça très important. C'est aussi une possibilité, une opportunité d'apprendre pour moi, d'apprendre de quelqu'un d'autre qui va me dire, mais je comprends rien à ce que vous faites, c'est bizarre, c'est gênant, ou ça me plaît pas. Enfin, et je trouve ça passionnant. Alors, oui, c'est déstabilisant, et je pense que il y a un bon dosage à trouver entre le doute permanent qui t'empêche de travailler et le doute constructif qui, moi, m'anime. J'ai une curiosité permanente, donc forcément, c'est très agréable pour moi de douter. Alors, pour reprendre sur l'histoire de la personne en reconversion, parce qu'effectivement, c'est des demandes récurrentes. Euh, Disons que l'identité professionnelle, c'est un fondamental. C'est-à-dire que d'où je viens, ça compte. On n'efface pas le passé. En un coup, ça y est, je suis quelqu'un d'autre et c'est fini. Pas vraiment. Un peu. J'ai beaucoup changé, moi. Je change tout le temps. Mais pourtant, j'ai quand même un lien avec mon histoire. Ça ne veut pas dire qu'elle est obsédante, mais elle donne une teinte particulière à ce que je suis maintenant et à ce que je serai demain. Donc pour ça, ça demande un léger travail c'est un peu ce qu'on est censé faire en bilan de compétences quand c'est bien mené, de restitution de ce qu'on a fait. Bon, je quitte mon activité précédente parce que j'y étais malheureux, parce que j'y trouvais pas ma place, parce que j'étais mal payé. Toutes les raisons sont bonnes, hein. Mais pour ça, je vais devoir réétaler tout ce que j'y ai appris. Ce que je sais faire, ce que je sais pas faire, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Mais c'est important de bien répartir tout ça parce que ça va donner la suite, l'énergie suffisante. Deuxièmement, c'est placer en premier les dimensions économiques. Ce n'est pas un petit sujet. Trop souvent, je vois des gens qui sont fondés par leur dimension idéale. Moi, j'ai des idéaux forts, hein, mais quand même, on doit gagner notre vie. Donc il y a un moment où si on n'a pas en compte ou en tête la dimension économique de nos activités, on est des petites entreprises ou des petits entrepreneurs. D'ailleurs, nous comptons dans des fédérations professionnelles, hein. Moi, je suis représentant de plusieurs fédérations professionnelles. Ça compte. On est plein. Donc, et cette dimension-là, c'est souvent la dimension que je refais mettre en premier. Ok, d'accord, vous voulez faire ça. Est-ce que vous avez réfléchi à cette dimension? Réfléchissez-la d'abord. Ça ne veut pas dire se prendre une douche froide et refuser d'avancer. Ça veut simplement dire que ben, le plan qu'on va organiser va être fonction de ça. Si par exemple, je sais que je ne gagnerai pas d'argent pendant un certain temps, ben, comment faire pour avoir de quoi vivre? Parce que si c'est pour être à la gorge, avec plus d'argent, plus de vie, de se sentir de plus en plus mal, on sait que ça va pas le faire. Donc ça, c'est une priorité. Ce montage-là, il est assez prioritaire. Ça ne veut pas dire que c'est évolutif, c'est tout le temps évolutif.
Mais n'empêche que c'est une pensée qui doit être un peu devant. Deuxièmement, la question de pourquoi je veux faire ça, moi, au début, j'étais très sensible à ça pour les stagiaires, parce que ma formation faisait que, ben, j'étais un peu suspicieux du futur professionnel qui faisait ça parce qu'il aimait les gens, par exemple. Dans nos métiers du travail social, celui qui fait ça pour aider les gens, tu vois, comme une espèce d'altruisme libératoire, exceptionnel, bah celui-là, il est un peu inquiétant. Dans les métiers du médico-social, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on considère que, attention, on est dans une relation transactionnelle. Donc, si on est aider les gens, c'est-à-dire qu'on est tout en haut et qu'en fait, c'est l'acte de charité de base. Et cet acte-là, moi, c'est pas que j'y tiens pas trop, c'est que j'ai plutôt envie de créer une espèce de passerelle un peu plus horizontale avec les personnes qui viennent dans mon cabinet. Tu te rappelles de ce que disait Dufour sur la relation médicale? Voilà, c'est exactement la même chose. Celui qui veut aider les autres, en fait, c'est un descendant de la pensée chrétienne qui pense que les pauvres, les malheureux, eh ben, on va les aider, ça leur fera du bien. Il y a toujours un retour pour soi à ce moment-là, hein, quand même, hein. C'est pas gratuit, il n'y a pas de gratuité, hein. On reçoit quelque chose. Par exemple, la personne est contente, elle te sourit, bon, on reçoit quelque chose. En tout cas, on peut facilement glisser dans le triangle de Cartman. Exactement. Et bon, moi je fais. Alors, au départ, j'étais un peu comme ça. Maintenant, j'ai un peu évolué parce que je me suis fait bousculer par des jeunes qui m'ont dit, mais ta gueule, comment tu te permets de nous juger? Et je trouve qu'ils avaient parfaitement raison. Enfin, avec le temps, je me suis dit, mais après tout, c'est totalement acceptable. Je suis plus à la place que j'avais il y a 20 ans, donc c'est bien de changer. Pour autant, ça n'empêche pas, ça ne dédouane pas d'avoir une réflexion. Ok, tu veux donner à tout le monde parce que tu es merveilleux. Bon, bah, tu peux t'engager dans une association à titre bénévole alors. Ah oui, mais non. D'accord, je vais aussi en vivre. Ok, d'accord. Donc là, on réfléchit et on revient, tu vois, un peu au modèle précédent. Une fois qu'on a monté un projet économique ou une réflexion économique. C'est pas le cas pour tout le monde, hein. Il y a des gens, j'ai des gens qui viennent, qui sont par exemple à la retraite, qui n'ont pas besoin vraiment d'argent, ou c'est pas leur but, et qui veulent s'amuser et qui ont envie de donner. Mais c'est super, qui vont visiter dans les maisons de retraite, qui utilisent cette technique. Moi, je trouve ça parfait. Mais au moins, c'est clair. Le modèle est clair. Une fois qu'on a vu cette histoire de business model, on se pose la question des compétences qu'on a eues dans nos expériences passées. Voilà, tu vois, on situe petit à petit où on est en fin de compte. Par défaut, on situe où on est. Après, on va se poser les questions, moi, c'est quoi ma projection idéale du métier que je veux faire? Dans la pratique. C'est-à-dire, bon, bah, j'imagine que je suis assis à côté, en face de quelqu'un, ou qu'il est allongé, etc. Et c'est là où on va commencer à construire un genre d'idéal du métier. Au départ, quand j'étais tout débutant, évidemment, les gens, je les faisais un peu allonger, parce que dans ma tête, c'était le mythe du psy et du psychanalyste. C'était un peu ça dans ma tête, c'était le mythe. Et puis petit à petit, j'ai pris confiance et j'ai osé développer une approche qui m'est plus propre, plus debout, avec de la scie. Enfin, et petit à petit, j'ai commencé à, bon, à m'autoriser à expérimenter différentes choses. Moi, j'ai une approche qui est très empirique, hein. En même temps qu'elle est académique, j'ai aussi une approche empirique. Je trouve que c'est important d'expérimenter pour soi avec les personnes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des cobayes, hein. Ça veut dire que je m'autorise aussi à faire des essais pour comprendre qu'est-ce qui pourrait être le plus efficace. Alors je dirais, tu vois, une fois qu'on en est là, dans le parcours professionnel de la reconversion, quand on rentre dans le métier, vraiment, je dirais qu'il y a toujours trois dimensions qui sont permanentes. C'est un peu les mêmes règles que dans le théâtre. Unité d'action, unité de temps, unité de lieu. C'est toujours pareil. Ça, c'est les contraintes à la Bob Byrne, hein. Mais c'est, en fin de compte, Bob Byrne, il n'a rien inventé, hein. C'est vraiment les règles de base du théâtre classique. Ben oui, les gens, ils sont toujours à un moment, avec toi, à un moment particulier, défini dans le temps, un rendez-vous. Dans un espace particulier qui est ton cabinet. Et toi, tu vas y mener, et eux, ils vont y mener une action particulière le temps d'une séance. Comme une scène d'un acte de travail. Et un peu notre métier, si on fait de la thérapie, moi je considère que je fais un peu de thérapie, eh bien, c'est en quelque sorte ça, mener le temps du théâtre, quoi, mener le temps de l'acte ou des actes pour que la pièce se déroule. Et parfois, même si on est très préparé, ben, on ne sait pas bien ce qui va se passer au deuxième acte. Tu vois? Et c'est dans la relation à cet endroit, dans ces unités-là, que vont se créer bon, ben, peut-être des changements, ou des regards, des compréhensions.
En tout cas, ça me semble être, c'est un point clé parce que souvent aussi, je vois beaucoup de jeunes pros qui veulent être créatifs, et tu vois, c'est ce que tu disais sur Von Burn. Moi, je crois que la créativité, c'est question de limite. La créativité, c'est pas question de tout libre. La créativité, c'est vraiment parce que j'ai des limites, je suis créatif. Parce que j'ai un temps contraint, je suis obligé d'être efficient. Parce que j'ai un espace limité, je me souviens très bien au début de ma pratique, j'avais un cabinet où il y avait énormément de bruit. Et j'étais très mal. Je désespérais. Je me disais, c'est pas possible, il y a des bruits partout, je vais jamais y arriver, les gens vont pas se détendre. Enfin, c'était vraiment hyper pénible. Et c'est un copain hypno qui me disait, ah ouais, bah, moi, ça me fait plus problème. J'ai changé plusieurs fois de cabinet. Et au bout d'un moment, effectivement, j'ai appris à faire avec ces contraintes. Tu vois? Et c'est devenu maintenant, c'est pas secondaire, c'est même un appui. J'ai du bruit, je l'utilise clairement comme un élément, par exemple, facilitateur. Et oui, si vous entendez ce son, ça renforcera, le sentiment de détente que vous allez ressentir. C'est marrant que tu nommes ça, j'ai fait une séance en fin de semaine dernière et du coup, c'est une personne que j'ai déjà vue 2 fois et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, qu'elle ressort de l'hypnose, elle se rend mieux compte de l'hypnose qu'elle a vécue. Donc, c'est vrai que d'ailleurs ça milite pour le fractionnement, que Oui. le fait de devenir formateur m'a poussé à explorer le fractionnement parce que je pense que en tant qu'individu, quand je l'avais vécu, j'avais pas trouvé ça très agréable et justement, c'est une des composantes, que ce soit désagréable, ça motive encore plus de ressortir de l'hypnose, ça motive encore plus à y retourner. Et donc, j'ai cette idée, quand je le revois, donc effectivement, on progresse d'une séance sur l'autre, hein. Moi, je prends un peu de notes pour essayer. J'ai pas une mémoire qui me permet de tout faire de tête. Et donc, je commence la mise en hypnose, puis du coup, je le fais ressortir pour discuter avec le but de fractionner. Et là, il me dit oui, ben, donc il me dit ce qu'il a vécu, qui commence à ressembler à de l'hypnose, et en même temps, il se plaint un peu, en tout cas, il exprime qu'il était encore au contact des bruits à l'extérieur. Et donc, on a utilisé le fait de mieux le connaître pour y retourner. Puis à la fin de la séance, quand j'ai re-questionné ça, il fait: «Ah oui, effectivement, j'ai fini par complètement les oublier» et c'est vrai que, pour le coup, ça vaut le coup. Tu peux peut-être, d'ailleurs rentrer dans un niveau de détail, «très fin» entre guillemets, dans le sens de, tu peux nous donner des éclairages, Oui, presque stratégiques. Donc tu disais, avoir une connaissance d'où oui, on vient, de ses compétences, de qui on est en tant qu'être humain et professionnel, le fait oui, d'avoir, un apprentissage, une vision économique du projet, le fait d'avoir un apprentissage oui, pratique. Donc voilà, une vision très stratégique absolument. et on peut aussi aller à des conseils, limite de l'ordre de la formulation de la suggestion. Heu Absolument. heu, Comment est-ce que toi tu aides les gens à finalement soit utiliser le bruit, soit en faire abstraction quand tu es dans un cabinet bruyant? Donc par exemple là, la contrainte, mon problème, c'est qu'il y a du bruit dans le cabinet et que le patient, le client me dit, «Oh là là, mais alors moi, j'ai pas complètement lâché prise, la preuve, j'ai entendu le bruit, de la porte qui se fermait ou je sais pas quoi, enfin ou du bruit de la voiture dans la rue», enfin tout un tas de trucs. Alors ça, préalablement, et ça c'est un peu Antoine Garnier qui m'a donné un peu cette astuce, c'était de préparer en amont. Tu vois? Mais il m'a fallu le vivre plusieurs fois, tu vois? Et de dire, presque un peu au début de l'induction, alors je te rappelle que moi, ma manière de travailler mon hypnose, c'est en mode hellmanienne, donc c'est enfin, c'est rapide. C'est beaucoup plus rapide qu'une induction classique et c'est pas imaginatif du tout. C'est très formel, voilà, on va aller en hypnose, voilà comment ça va se passer, il va se passer ci, ça, ça. Tu as fait une formation avec Jean Dadro, donc tu sais la manière qu'il a de faire. C'est typiquement inspiré de l'hypnose hellmanienne, hein. Il annonce ce qui va se passer, à l'avance, il y a une espèce d'anticipation du cerveau et puis ça se fait, curieusement. Ben moi, c'est un peu pareil, je mets à cet endroit-là, avant qu'on ait vraiment démarré l'induction et d'ailleurs, si vous entendez des bruits extérieurs, ce sera très intéressant parce qu'ils vont renforcer l'état de détente que vous allez être en train de créer. Et simplement d'avoir placé ça à un moment, très naturellement, ça se place. Et c'est très simple. Et je pense que dans beaucoup de cas, alors j'ai une dimension, comme tu parles de détail, moi en pédagogie, on parle de grain. Le grain, c'est le noyau nucléaire le plus petit possible en pédagogie. Par exemple, tu as un module de formation, tu as la séquence de formation, tu as l'activité de formation, tu as le concept de formation, et à l'intérieur du concept, tu as un grain. Donc, quand je décris une séance, puisque parfois le travail de formation, c'est d'écrire une séance, bah, je le découpe toujours en plein de petits morceaux. Un des morceaux les clés, c'est l'accueil. Et l'accueil, ce n'est pas rien. C'est un état qui peut durer 2 minutes, 1 minute, mais c'est fondamental. Ça crée
l'intégralité de ma séance parfois. J'ai fait la démonstration plusieurs fois avec des étudiants, par exemple en accueillant des nouveaux étudiants. Tu vois, quelqu'un que je ne connais pas, nouvel étudiant, et on l'utilise comme un cobaye pour démontrer la notion d'accueil. Selon mon attitude ou la manière dont je me gère moi-même en accueillant, je change complètement l'ordre de la séance ou la tenue de la séance. Comme si c'était une forme de suggestion en quelque sorte. C'est-à-dire que si j'accueille mal, il y a des chances que, quand je dis j'accueille mal, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'accueillir, hein. L'idée c'est, si j'ai pensé à accueillir la personne, voilà, et que par exemple il m'arrive d'être fatigué, ben, ça m'arrive de dire aux personnes, ouais, je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais ça me fait très plaisir de vous voir. Tu vois? C'est une manière aussi d'exister et de pas faire, tu vois, de pas compresser, ce que je vis et en même temps d'être capable d'accueillir la personne. Donc accueillir la personne, c'est, serrage de main, bonjour, machin, tout, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'ai un sas à mon bureau? C'est mon cas, j'ai un genre de sas dans mon bureau, donc je peux jouer sur, plusieurs espaces. Donc c'est très enrichissant d'avoir ce type de truc. J'ai plusieurs espaces à l'intérieur de mon cabinet, des espaces plutôt bas, plutôt hauts, plutôt j'ai plusieurs surfaces. Alors pour faire, je sais que tu as un truc à dire, mais ça nous permettra, ce que je suis en train de te dire, de faire le pont avec, mon approche sur les troubles neurodéveloppementaux. Parce que, après tout, tout ce dont je parle là, c'est de sensorialité, hein. C'est une manière un petit peu, subtile, mais en fait, je ne parle que de sensorialité. C'est-à-dire que j'attire dès l'entrée de la personne son attention sur la sensorialité. Quand je dis j'attire son attention, c'est-à-dire que mon travail, c'est l'attention des personnes. C'est ça mon travail, c'est apprendre à focaliser l'attention ou à défocaliser l'attention, ça dépend des personnes, et à la poser sur d'autres choses. Par exemple, quand on dit à une personne de fixer un point, qu'est-ce qu'on fait? On mobilise son attention. Alors là, j'encourage tous les auditeurs à se plonger avec délice dans les ouvrages de Stanislas Dehaene, de Lionel Nakache, qui sont les deux grands théoriciens de notre époque. C'est pas uniquement en France, hein, mais dans le monde, c'est les grands théoriciens de l'attention et du fonctionnement du cerveau. Très, très intéressant. Ça donne un éclairage complètement nouveau de l'approche hypnose PNL en France. Et donc je vous conseille, en tout cas moi c'est comme ça que je travaille maintenant, c'est-à-dire que je sais ce que c'est que l'hypnose, mais maintenant je le regarde au regard de cette approche scientifique. Voilà. C'est étonnant, Vas-y. en tout cas, je suis ravi que tu arrives là, parce qu'effectivement, je pense qu'on a 2 cerveaux, 2 esprits pas mal en arborescence et du coup, bon, on se laisse porter et c'est sympa aussi de voir qu'on se retrouve à des «points de repère» entre guillemets ou des points de croisement. Je voulais juste pour nos auditeurs, auditrices, revenir sur la notion de quelque part de suggestion directe, en tout cas de bande-annonce. Voilà ce qui va se passer. Effectivement, Oui. bon, pour ceux qui suivent ce podcast, je pense que vous savez qu'on a de l'estime, à la fois pour les individus et pour leur travail de Jordan Verrot et Antoine Garnier. Et j'ai beaucoup retrouvé ça, de prendre, et d'ailleurs c'est très facilitateur, après avoir fait de l'hypnose ericksonienne avec des présupposés, enfin tu me diras, il y a pas mal de présupposés dans les suggestions directes, mais Oui, de faire des formulations alambiquées, métaphoriques, versus quelque chose de très simple. Voilà ce qui va se passer, et de manière involontaire. En le mettant au futur, on évite le risque que la personne puisse dire non. c'est ça. Et l'immense majorité du temps, les clients venant nous voir étant motivés et ayant de bonnes raisons, ça suffit. Alors, ça suffit à ce que ça fonctionne. Ça vaut le coup d'être préparé et d'avoir dans son arsenal ou dans sa palette suffisamment d'autres teintes ou d'autres outils pour que si ton pinceau brosse il marche pas, tu peux faire autre chose. Mais j'ai l'impression que Hein. 80 ou 90% du temps, fonctionner en suggestion directe est suffisant. Donc c'est un peu ce que tu décrivais par rapport au bruit. Totalement. Attends, Adrien, juste un tout petit point. Là, par Tout à exemple, fait. tu parlais de la notion de futur, tu vois, la notion de mise en futur. Moi, là aussi, j'ai un peu arrêté. Alors, j'ai un langage un petit peu fleuri. J'ai arrêté un peu toutes ces conneries parce que c'était un peu, ça devenait vraiment une usine à gaz de devoir tout réfléchir en termes de structuration des mots. Pourquoi? Parce que tu connais cette expérience où on montre à quelqu'un un texte écrit et les lettres sont mal positionnées dans le mot, mais Oui, pourtant on comprend le texte. Bon, c'est exactement ce qui se passe avec nos clients. Futur, pas futur, suggestion directe, indirecte. En fin de compte, c'est pas réellement important. Alors, je me souviens très bien de Jordan qui avait dit ça en formation, qui avait dit qu'il avait fait l'expérience de pas tout passer au futur et qu'en fait, ça marchait de la même façon. Donc, je pense qu'il faut être un petit peu moins, tu vois, cérébralisé dans les formulations. Ça ne veut pas dire que c'est pas structuré, hein. C'est pas ce que je dis, hein.
Mais je pense que parfois, on gagnerait, comme tu le dis, en simplification. Et au final, ce qui compte, c'est quoi? C'est de dire à la personne ce qu'on, de l'accompagner là où on voudrait qu'elle puisse aller. Parce qu'on pense que l'état qu'elle trouvera à ce moment-là lui permettra éventuellement de résoudre quelque chose, de se trouver mieux, enfin, tu vois, ce genre de choses-là. Parfois, la notion de futur, pas futur, passé, prétérit, tout ce que tu veux. Voilà, alors, pour bien clarifier ça, parce que peut-être que c'est clair dans mon esprit, je pense que ça est dans le tien aussi, je suis pas sûr pour les gens qui sont en train de nous Oui, écouter, si jamais il n'y a pas toutes les références. L'idée, c'est que si par exemple on propose à la personne de mettre ses mains comme ça et qu'on lui dit tes mains se rapprochent, si tu le mets au présent, il y a un risque que la personne te dise oui. absolument. Si tu lui dis tes mains vont se rapprocher, si on te dit tu oublies les bruits aux alentours, ça risque de créer le phénomène inverse. Alors que si on lui dit à un moment donné de la séance, ou peut-être à la fin, vous serez surpris d'avoir constaté que vous avez oublié les bruits alentours. Donc voilà, c'est juste une espèce de protection et Regarde, qui une autre façon de devient. faire. Est-ce que tes mains se rapprochent, hein? Oui, Mais, moi, tu ah me dis bon? ça, par Et mon esprit comment de tu le sais? contradiction, on va te dire non. Moi aussi. Et ce qui m'est très intéressant, c'est que quand même, en le faisant pour moi-même, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même un micro-truc. En fait, j'ai expérimenté beaucoup de façons de le dire ou de le faire. Il y a un moment où je trouve que, oui, tu as raison, c'est comme tu disais, c'est une notion de sécurité. Et si jamais ça marchait pas? Mais si jamais ça marche pas, c'est pas grave. C'est plus comme les gens peuvent se mettre la pression sur l'hypnose, notamment, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. de les aider à s'alléger cette question-là. Et Oui, oui, je comprends. effectivement, si tu as quelqu'un qui est très réactif, tu sens que ça part, les mains se rapprochent, ça marche très bien. Et pour le coup, j'ai l'impression que c'est devenu tellement automatique chez moi, comme une espèce de grammaire, de communication, tu vois? De Oui. formulation des suggestions, que pour le coup, j'ai l'impression que ça me consomme plus d'énergie, d'avoir ces formulations, orientées vers le futur qui sont voilà, une manière de se sécuriser. Après, encore une fois, il y a pas de Non, mais je fais comme toi, j'ai aussi ma grammaire, mais encore une fois, c'est là où c'est vraiment intéressant pour les plus débutants. C'est-à-dire que souvent, c'est très effrayant quand tu es face à tout ce vocabulaire, cette manière de structurer. Ah, tu as presque du mal à parler. Parce que tu sais, les formes, les imbrications, les machins. Et moi, au départ, je sais que ça m'a énormément verrouillé. J'osais plus parler normalement parce que je me dis: «Ah mais non, ah oui, mais si alors il faut que OK, alors demain, alors OK, bon». Donc j'avais mon petit plan tout prêt, que je récitais un peu par cœur, pour me donner confiance. Après, j'ai changé quand je me suis rendu compte que plus c'était naturel de parler, en fait, comme si c'était ordinaire. Bah oui, là, vos paupières vont se fermer ou elles se ferment, déjà, oui, si elles clignent, bah, c'est que vous êtes fatigué des yeux. À ce moment-là, vous pouvez laisser vos paupières se fermer. Puis quand elles vont se fermer, bah, vous serez bien, vous aurez peut-être du mal à les ouvrir. Si alors le mot «peut-être», ça, c'est vraiment les restes de ma formation ericksonienne. C'est vraiment, on a tous c'est bien appris, c'est d'expliquer. resté. Oh ouais, c'est terrible, c'est terrible. Ça disparaît un peu, mais ça reste encore. Je sais que maintenant, j'ai un étudiant de l'Arche là, qui vient chez moi pour un petit complément de formation, qui me dit que maintenant, on leur apprend à ne plus vraiment faire ça, donc c'est bien. Je trouve ça bien parce que c'était Les choses trop, avancent, ouais. disons. Ouais. Alors, pour faire le lien, tu vois, Attends, attends, juste, et ça va faire le lien Vas-y, vas-y. effectivement, mais je voulais, quelque part, revenir là où tu nous as amenés, je pense juste pour donner du volume à ce que tu nous as proposé. En tout cas, je vais dans ton sens. Heu, Toutes les techniques qu'on apprend pour faire de l'hypnose, j'ai l'impression, en tout cas, moi, à l'époque, ça fait, plus d'une dizaine d'années que je me suis formé, donc les choses, effectivement, je pense même dans l'école dans laquelle je me suis formé ont changé. Mais il n'y avait pas cette clarté du fait que, on t'apprend plein de techniques, mais quel est l'ingrédient actif, qui fait que les techniques fonctionnent? Ah, Et tu l'as dit tout à l'heure, donc je le redis juste pour, m'assurer que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, soient parfaitement au clair avec ça. Il semblerait qu'aujourd'hui, et c'est plutôt bien appuyé par les neurosciences, c'est la focalisation de l'attention qui est hypnotique. oui, Et donc, tu peux te focaliser sur oui, un oui, point, sur un souvenir, sur une tout à fait, sensation. Nous, notre job, ce tout qui à fait que fait. les gens rentrent en hypnose, c'est même pas vraiment les ruptures de pattern, c'est pas les suggestions fines, c'est le C'est ça. fait qu'on les aide à focaliser l'attention. Et après, tout notre C'est ça. matériel de communication, nos techniques, nos méthodes de communication ont vocation à être orientées vers quelle est la manière la plus adaptée pour cette personne
pour qu'elle focalise son tout à attention. fait. Et ce que je trouve très touchant d'ailleurs, c'est qu'en surtout à une ère, et probablement que ça va faire un très bon lien avec les personnes qui ont des neuroatypismes, on est dans une époque où justement, là, c'est clair pour tout le monde, l'attention est beaucoup moins entraînée, elle est tellement sollicitée qu'on a du mal à rester concentré 15 secondes. Et je trouve que l'hypnose, et peut-être d'ailleurs que ça ouvre des perspectives très enthousiasmantes pour notre pratique, euh, Mhm. c'est une technique qui s'appuie sur la focalisation de l'attention et qui en même temps qui la génère. Comme si tu commences par te C'est ça. focaliser sur quelque chose de modeste, et puis il semblerait qu'ensuite tu rentres dans un automatisme de l'attention qui peut créer de la transe. Euh, donc voilà, je te Mhm. rends la balle sur cette notion Non, mais je trouve d'attention, ça que je trouve très, vraiment. je trouve ça super pertinent. Je sais pas si moi, je lis pas mal de science-fiction. Bon, il y a beaucoup de livres de science-fiction anciens hein, qui parlent d'hypnopédagogie, enfin, parce que justement, il y aurait cet effet. Alors, dans les livres, je crois que c'est plutôt décrit comme le fait de, tu vois, d'ouvrir, c'est-à-dire de passer en fin de compte d'un modem 56K à la fibre optique. En fait, c'est ça l'idée. Gros volume qui rentre dans le cerveau et du coup, ça apprend. Alors je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais cela dit, alors moi ce qui m'a fait évoluer, tu vois, sur la notion d'hypnose, c'est le livre de Jean Becchiot, que je recommande, sur les techniques d'activation de la conscience. Il a une approche qui est extrêmement pertinente, déjà fondée sur la science, pour moi c'est un prérequis en fait. Bon, je ne dis pas qu'il n'y ait pas d'autres techniques non fondées sur la science qui ne soient pas intéressantes, mais en tout cas moi c'est l'angle qui m'intéresse le plus d'abord. Et alors, dans un deuxième lieu, lui, il crée une technique fondée sur les neurosciences, ou en tout cas l'approche neurologique, donc la focalisation, l'attention, fondée aussi sur sa pratique, parce que lui fait du Qigong, donc c'est plutôt marrant, tu vois. Au final, ce pont-là, on a du mal à l'imaginer, bah, il le fait. Et aussi fondée sur sa pratique de médecin. C'est-à-dire qu'il n'a pas 3 heures ou 1 heure pour faire... Il faut que ça aille vite, quoi. Et que la personne puisse l'emmener chez elle. Donc ça, je trouve ça hyper pertinent. Moi, c'est totalement mon approche. Donc technique d'activation de la conscience, tac. À Nice, on est en train de monter un groupe justement de personnes qui sont un peu dans ce registre-là. On est en train de monter ça avec une formatrice qui est orthophoniste, qui travaille à Nice. Donc on est en train de préparer un peu ça pour un futur qui dépendra de nos plannings, mais on est en train de se battre pour ça. Alors, le lien, si tu veux, du cerveau, pour moi, c'est pour ça aussi qu'on parlait de ma spécialité des troubles neurodéveloppementaux. Je précise tout de suite, je ne fais pas d'hypnose. Alors, je vais préciser les choses de manière différente. Troubles neurodéveloppementaux, c'est une grande catégorie, très large, très très large. Je fais partie des personnes avec des troubles neurodéveloppementaux. J'ai été diagnostiqué avec un trouble neurodéveloppemental précis, trouble déficitaire attentionnel. Ok. Donc naturellement, je suis concerné, mais j'ai fait avec toute ma vie. Donc j'ai régulé ou j'ai appris en fait à vivre avec ce type de problématique. Euh, L'idée des troubles neurodéveloppementaux, très importante pour moi, c'est qu'il ne s'agit pas d'une dimension psychologique, mais d'une dimension fonctionnement neurologique. Ça, c'est le point de base de ma formation sur ce thème-là, pour tout le monde. C'est-à-dire que ça casse un petit peu la pensée du lien, de la maman, tout ça, qui a été vécu en France depuis 30 ans, 40 ans. Il faut savoir qu'en fait, dans le monde entier, la pensée est différente. Il n'y a qu'en France où on pense ça, où on pense encore ça. Parce que dans On beaucoup de pensait ça, services de j'allais dire, ouais, c'est pédopsychiatrie, ça. non, non, on le pense encore. Il y a énormément de centres de formation, travail social, de psychologues, de psychiatres qui pensent encore ça. Enfin, c'est assez incroyable. Bon, ça évolue, hein, mais ça existe encore. Donc, le fait d'imaginer que ce soit un fonctionnement du cerveau particulier nous oblige à nous poser la question du fonctionnement du cerveau. Et donc, on découvre que le cerveau, donc l'approche c'est une approche du Global Working Network. Le cerveau, c'est comme un espace de travail dans lequel l'attention, le focus, jouerait un rôle de sélecteur, en quelque sorte, hein, je fais un rapide résumé, sélecteur de sensations, d'émotions, de souvenirs, etc. Le point important, c'est que toute sensation, toute mobilisation du cerveau génère un mouvement moteur. Je prends un exemple bizarre. Par exemple, si j'ai peur, mon cœur va s'accélérer. Mouvement moteur à l'intérieur. Surprenant, hein? L'émotion de la peur va générer du moteur à l'intérieur. Parfois, on imagine le moteur comme simplement un mouvement des mains, idéomoteur. Mais en fait, ça peut être à l'intérieur aussi.
Le fait que mon capteur sensoriel soit activé par une information, donc par exemple, je mets la main sur la plaque électrique qui chauffe, par exemple, je sens un parfum, ça va générer par exemple la dilatation de ma narine. Tu vois, je sens. Si j'entends, il y a des chances que je tourne légèrement le pavillon de mon oreille vers l'origine du son. Ça peut être très très discret, hein, très subtil, mais c'est toujours le cas. Donc si on parle des personnes avec des troubles neurodéveloppementaux, en général, leur problématique, c'est qu'elles ont une régulation sensorielle particulière. Je fais attention aux mots que j'emploie volontairement. Quand je dis qu'elles ont une régulation sensorielle particulière, c'est-à-dire que souvent, soit ils sont hyper perceptifs, soit hypoperceptifs. C'est-à-dire, par exemple, toi ou moi, quand on a mal à la tête, il n'est pas rare qu'on mette notre main là et qu'on appuie. J'ai mal au ventre, j'appuie sur mon ventre. Geste naturel. Sauf que dans certains cas, pour certaines personnes, la perception de douleur peut être démultipliée et donc générer des mouvements involontaires démultipliés. Tu me vois venir. On voit pas mal de personnes avec autisme, par exemple, ayant des mouvements bizarres, genre les doigts dans les oreilles, par exemple. Alors, les explications qu'on a entendues des années, c'était oui, oui, ils veulent s'isoler. Alors qu'en fait, on peut plus connecter ça à la dimension auditive, véritablement. Et, ou à d'autres sensations. Et c'est là où c'est complexe. C'est-à-dire que ça demande, du coup, ces comportements demandent ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle. C'est typiquement une technique qui est utilisée par les neuropsychologues qui vont analyser un comportement donné à un moment donné. Donc là, on rejoint les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Je fais le schéma simple. J'ai un problème donné. Qu'est-ce qui se passe 15 minutes avant? Qu'est-ce qui se passe pendant? Qu'est-ce qui se passe après? C'est seulement quand j'ai encadré, si tu veux, ce comportement, que je suis éventuellement capable de lui donner une certaine, enfin en tout cas de donner un certain élément de compréhension, mais fondé sur une observation, au sens de ce qui se fait. Donc c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes avec des troubles neurodéveloppementaux. Il faut aussi penser que Rain Man, pour ceux qui connaissent ce film, c'est 1% de la population des personnes avec troubles neurodéveloppementaux. Dans la population des personnes avec autisme, c'est-à-dire troubles envahissants du développement, la majorité sont déficients et ne parlent pas. Donc c'est quand même une population avec des problématiques lourdes, techniques. Donc pourquoi ça me sert et que je continue à faire cette action? Bah parce que tu vois bien qu'en termes d'observation clinique, c'est très puissant. Ça demande un niveau d'observation assez avancé. Euh, repérer chaque geste, donc c'est pour ça que quand je me souviens de formations que j'avais fait sur VACOG, etc., ou genre les micro-mimiques. Bon, c'était intéressant, mais franchement, en situation, je dois dire que j'avais déjà développé un peu cette capacité d'observation. Surtout d'observation non interprétative. Parce que c'est ça qui est un peu le poison de l'observation, c'est si on commence à trop interpréter. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des mécanismes de comparaison, mais quand même, l'idéal, c'est quand même de pouvoir se dire, bon, bah, tiens, il y a tant d'occurrences sur ce sujet. Le type mange sa main, combien de fois par minute? L'idéal, ce serait de pouvoir ça. Alors, donc, j'accompagne ces personnes, alors, qui ont différents degrés de handicap, hein. Certains bah, sont comme moi, sont TDAH avec un haut potentiel intellectuel et doivent gérer bah, leur anxiété, leurs difficultés sensorielles au quotidien et essayer d'avoir une vie le plus ordinaire possible. La première étape, pour moi, c'est la psychoéducation, c'est-à-dire apprendre à comprendre le trouble qu'on vit au sens technique, scientifique et puis au sens de ma vie, quoi. Comment je vis ça dans ma vie à moi. Et comment j'ai un petit levier là-dessus. Le premier levier, c'est accepter que c'est ça. Moi, quand j'ai un moment d'angoisse, bon, bah, par exemple, tu vois, j'ai un objet dans la main. Voilà, que j'ai sous la table. Et c'est très important parce qu'en fait, qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Bah, j'active mon cerveau d'une manière très particulière. Pourquoi? Parce que la main, c'est la zone du corps où il y a le plus de capteurs sensoriels. Il y en a plus que dans les yeux. Historiquement, très important de comprendre que le cerveau ne c'est pas le cerveau qui a fait la main, c'est parce que j'ai une main comme ça que les hommes préhistoriques sont devenus les Homo sapiens, grâce à leur main, qui a développé tout un tas de choses qui ont fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Donc quand j'active, quand je sens par exemple une sensation d'anxiété, je peux très bien utiliser un objet. Curieusement, ça ressemble aux ancrages. C'est intéressant, C'est-à-dire non? que Parce que c'est mécaniquement, ça le devient en fait. Alors, est-ce que c'est l'ancrage qui le exactement. fait ou est-ce que c'est la pratique qui devient ancrage? Mais ouais.
C'est ça. Mais c'est une autre manière, si tu veux, de voir le sujet. Ça, tu peux créer l'action d'ancrage en hypnose, en PNL, mais tu peux aussi utiliser un objet de manière beaucoup plus simple. Prenez le doudou, prenez l'objet. Donc moi, ça fait partie de mon travail, par exemple, d'avoir, avec des personnes troubles neurodéveloppementaux, mais avec d'autres aussi, hein. Et si vous preniez un objet pour voir, quelle odeur vous sentez dans cette pièce? Quel type de couleur vous apparaît? Quel type d'objet vous plaît? Est-ce que vous sentez les étiquettes de vos t-shirts? Bon. Donc ça, ce travail que je fais avec les personnes spécifiquement qui ont des troubles neurodéveloppementaux, c'est souvent un travail qui est fait aussi avec les familles. Donc c'est pas un travail uniquement individuel. Je n'utilise absolument pas l'hypnose dans ces moments-là. C'est pas opérant, enfin c'est pas intéressant, disons. Bon, pour certains degrés de déficience, c'est pas intéressant. Pour des personnes qui ont un accès au langage, oui, c'est possible. C'est pas toujours intéressant, mais c'est possible. La sophrologie à cet endroit-là est peut-être un peu plus intéressante parce qu'elle permet plus de dynamique avec le corps et justement un genre d'ancrage autour du corps. Donc pour moi, par exemple, quand on parle VACOG, l'élément unique qui m'intéresse dans le VACOG, c'est la proprioception. Et tu vois, il n'est pas dans le VACOG, justement. C'est pour ça que ça m'intéresse. Donc VACOG, pour les personnes qui nous écoutent, hein, c'est un des abréviations pour tous les canaux sensoriels, en quelque sorte. Mais c'est très court. Ça représente uniquement les canaux sensoriels socratiques. C'est-à-dire des choses qui existent depuis 5000 ans. Alors que dans le fond, on sait qu'il n'y a pas 5 ou 6 sens, il y en a 15 ou 20. Et on en découvre tout le temps. Mais un des sens les plus intéressants à utiliser dans notre travail, c'est la proprioception. C'est la capacité du cerveau à savoir où sont toutes les parties du corps sans les voir. Par exemple, là, Adrien, tu sais où sont tes fesses, et pourtant, tu ne les vois pas. Voilà. Et là, c'est vraiment, quand on est dans cette dimension-là, bah, le focus va être très bien visé, très attentif. Et du coup, on va pouvoir démarrer le travail qui nous intéresse quand on fait de l'hypnose. Ça, je l'ai développé il y a très longtemps avec les personnes avec des troubles neurodéveloppementaux parce que à un moment, il est question de ça aussi. Où est-ce que va le focus? Comment faire réduire la pression? Alors, je ne vais pas décliner comment se passent toutes les séances parce que c'est un travail de construction rééducative, on va dire. Donc ça, c'est vraiment l'approche d'éducateur formé à ces techniques-là. Les techniques qui sont utilisées ou les plus connues, c'est les techniques ABA, qui sont des techniques cognitivo-comportementales, destinées à rééduquer en quelque sorte les troubles du comportement. C'est des techniques qui sont anciennes, qui ont beaucoup évolué. Au départ, c'était très, je dirais, le sujet n'était pas tellement existant. Voilà, on considérait vraiment la personne en objet, en mode très pavlovien, on va dire. Et ça a beaucoup évolué. Maintenant, on est sur des approches qui sont quand même plus humanisantes, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, les gens viennent pour ça. Il y a plusieurs catégories de personnes, des personnes avec des... j'ai pas de catégorie d'âge, hein. J'ai des enfants de 4 ans jusqu'à des personnes de 90 ans au cabinet. Et dans les troubles neurodéveloppementaux, disons que l'âge le plus ancien que j'ai, c'est une cinquantaine d'années. Donc j'ai une palette très large. Et je reformule pour vérifier que j'ai à peu près compris, puis encore une fois, optimiser la clarté. Pour les gens qui seraient intéressés à accompagner des personnes qui ont des troubles neurodéveloppementaux, si je synthétise un peu ce que j'ai compris, tu dis a priori, c'est pas a priori, une formation approfondie sur ces troubles, Oui, parce qu'ils sont très oui, spécifiques et très variés. oui, Effectivement, oui, d'un TDAH à un autisme, il y a oui, tellement d'autismes différents, oui, à une oui, dyscalculie, que sais-je, probablement qu'il y a des oui, spécificités importantes. oui, Et pour les hypnos exclusifs qui nous écoutent, ça pourrait être intéressant aussi en tout cas, de bien clarifier, c'est ton message, que l'hypnose est on va dire rarement l'outil principal, s'il l'est parfois, mais exactement, ça pourrait être intéressant en tout cas de exactement. clarifier dans quel contexte précis, quand en tout cas Ok, le langage est suffisamment fluide, euh, quand est-ce que ça s'applique. C'est oui, vrai que je me suis retrouvé parfois à avoir j'ai accompagné des personnes qui étaient en situation d'autisme. Euh, bon, ça s'est fait un peu par le biais des rencontres, etc. Avec le recul. Parfois, j'ai eu du bol et ça s'est bien passé. La plupart du temps, je pense que à minima, j'ai pas apporté grand-chose ou j'ai peut-être même contribué à une forme d'échec parce que je connaissais pas assez bien ces modes de fonctionnement, quoi, tout simplement. alors, faut pas minimiser la relation, c'est-à-dire que là, vraiment, c'est le travail de relation qui est vraiment souvent le vecteur. Quand Oui, je dis c'est de que relation, ouais, ouais, quand je dis de relation, je précise, hein, c'est pas forcément un échange de discussion, hein. La relation au sens primaire. Voilà, exactement. Au oui, sens de vraiment être en lien.
Tu dis que c'est tellement sensible et différent, les situations de neurodéveloppement, de Ouais, ouais, ouais. neuroatypie, que ça va impliquer d'être encore plus fin sur, tu as nommé deux Oui, aspects, l'observation, la oui, calibration des fonctionnements oui, de la personne, oui, et oui, le soin qu'on met à construire une relation de oui, confiance, puisque on peut tout à fait. imaginer que le monde étant souvent beaucoup plus dur à manœuvrer quand on est construit comme ça, je C'est dirais, ça. que du coup, avoir un point de sécurité dans la relation doit être d'autant plus important. Exactement. C'est toujours important, mais ça l'est encore plus dans Ouais, ces situations. exactement. Et tu rajoutes à ça la pression de famille parce que souvent les enjeux sont Systémique. très forts. Sont très très forts parce que tu as une dynamique familiale qui est souvent, bon, ben forcément, quel est le problème? Alors, je rappelle, hein, euh, je ne diagnostique pas, c'est pas mon métier, je n'ai pas le droit, ni ce n'est mon métier. Donc, je ne peux pas dire qu'une personne a des troubles neurodéveloppementaux. Le seul habilité à le faire, c'est le médecin, le psychiatre, souvent, ou le neuropsychiatre. Le psychologue et le neuropsychologue aussi sont en capacité de faire, de poser ces... Mais sinon, voilà. Donc, en général, mon cadre de travail, hein, c'est ça. C'est un envoi par un établissement médico-social, par un professionnel du paramédical ou médecin, qui envoie le patient au regard de j'aimerais que tu proposes, ça c'est le professionnel qui s'adresse à moi, j'aimerais que tu proposes un espace rééducatif parce que par exemple, je donne un exemple, hein, la personne ne supporte pas la lumière et donc a un comportement d'évitement à la lumière. Bon, alors, si on prend le problème comme ça, évidemment, on peut se dire, bon, bah, c'est une simple phobie, en fait. Et on sait faire en hypnose la phobie. C'est même des indications plutôt faciles, je trouve, pour... Alors, c'est un tout petit peu différent parce que ça demande, comme tu disais très justement, le mot calibration, un mot éminemment utilisé dans la PNL. euh, Bah, c'est un peu ça dont il s'agit, effectivement. C'est d'arriver à bien repérer, mais pas au sens de quel canal, au sens de quelle intensité sur quel canal. Voilà. D'accord, Et d'accord. ensuite, ouais, il faut trouver le vecteur de communication qui permet, alors, dans un premier temps, c'est souvent une libération pour tout le monde, la famille et la personne en situation de handicap, que déjà soit compris ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un trouble psychologique. Il peut y avoir des conséquences psychologiques aux troubles neurodéveloppementaux, mais ce n'est pas ça qui va faire certains comportements. Alors moi, bon, par défaut, s'il y a un diagnostic, et si on ne sait pas faire, on ne fait pas, c'est tout. On dit non, c'est pas mon métier. Et on oriente si on le peut. Les professionnels chez qui orienter ce type de problématiques spécifiques sont orthophonistes, ça peut être psychomotricien, psychologue, neuropsychologue, psychiatre. Je sais, il n'y a pas de place dans beaucoup de cabinets, mais ça reste les professionnels. Il existe dans certains hôpitaux des centres ressources aussi spécialisés chez qui on peut orienter. Centre de ressources, autisme par exemple. Alors, quand on parle des 10, c'est un sujet qui est peut-être plus commun parce que dans le fond, les 10, tout le monde en parle. Alors, on ne parle plus vraiment de 10, je crois qu'on parle de troubles des apprentissages maintenant, au sens de... c'est le mot maintenant le plus, tu vois. Mais ça fait partie quand même des troubles neurodéveloppementaux. Alors, effectivement, là, il y a plus d'ouverture parce que souvent, il y a du langage. Mais attention, c'est complexe aussi, hein. C'est complexe aussi, ça touche beaucoup de sphères différentes. Euh, je pense alors, tu vois, je vais juste revenir sur l'exemple des TDA, troubles déficitaires attentionnels. Ça tombe très bien Souvent, parce que je vais te questionner, comme tu dis que ça fait partie de ta vie. Que tu nous donnes peut-être mhm. un ou deux éclairages professionnels, mais peut-être aussi personnels. Oui, oui, tout L'hypnose, à fait. probablement qu'il y a plein de TDA différents aussi, donc on va se méfier. Mais en tout cas, Oui, oui, ton oui. regard, ton expérience peut être intéressant. Savoir l'hypnose pour les gens qui ont ce genre de troubles, quels sont Mhm. peut-être les points de vigilance, ce qui marche peut-être mieux, ce qui peut-être peut être plus limité. Donc, sur une personne qui a un langage commun, alors dans mon cas, tu vois, souvent, alors je voulais juste revenir sur la définition trouble déficitaire attentionnel, on dit souvent TDAH. Bon, c'est un abus de langage, hein. Le H signifie hyperactivité. Hyperactivité, c'est quelque chose de particulier. Hyperactivité, c'est pas juste il est agité. Hyperactivité, c'est une personne qui ne peut pas rester assis ou immobile ou relativement immobile pendant plus d'un temps limité. Par exemple, la question que je pose toujours à des parents qui ont un enfant de, je sais pas moi, 8-10 ans, est-ce qu'il peut rester assis pour regarder un dessin animé? Si la réponse est oui, il n'y a pas d'hyperactivité. Ok? Pourquoi? Parce que l'hyperactivité, elle existe même quand c'est devant quelque chose qui lui plaît. Tu vois? C'est une dimension importante, hein. Ensuite, alors, me concernant, donc moi j'ai un trouble déficitaire attentionnel, c'est-à-dire que dans certaines circonstances, mon attention a du mal à être focalisée.
Et par exemple, dans certains types d'actions de mon cerveau, je te donne un exemple, les activités d'abstraction. Alors, abstraction au sens de calcul mental, par exemple. Eh ben, j'ai beaucoup de mal et ça me fatigue énormément. La conséquence de ça, c'est que si j'enchaîne ce type d'exercices cérébraux toute la journée, je vais être plus fatigué que la moyenne. Ça Tu as d'autres signifie qu'au quotidien... hyperactivités? Parce que là, par Non, exemple, on est j'ai... dans un exercice qui est quand même qui est exigeant et qui est précis, mais pour le Oui, coup, c'est une zone dans laquelle toi, tu as du confort et tu peux rester oui, concentré et nous parler de oui. ces passions et de Le ces langage, expressions. pour moi, le langage chez moi, c'est une zone de confort depuis tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un rétro-feedback de ma voix sur mon oreille qui est très facile. C'est un canal naturel chez moi. Et c'est pour ça que je parle bien, que j'ai beaucoup de vocabulaire. Bon, c'est une chance que j'ai eue, hein. Ça m'a pas empêché d'être déscolarisé très jeune, mais ça m'a permis de développer une compétence sociale forte. Voilà. Globalement, chaque TDA, comme tu dis, est différent parce que le positionnement de la fragilité, certains, par exemple, vont avoir des compétences exceptionnelles en traitement de l'information. Alors, c'est mon cas dans certains types d'informations. Dans mon cas, il y a un mix, si tu veux, de TDA et de haut potentiel. Haut potentiel n'étant qu'une indication, c'est pas une pathologie, hein. C'est juste une indication d'un niveau cognitif à un moment donné, c'est-à-dire face à des tests qui ont été faits des millions de fois. Des millions de fois, ces tests ont une valeur, quand je dis des millions de fois, plusieurs millions de fois. Donc forcément, ce haut potentiel a compensé à un moment mon déficit attentionnel. Il y a toujours un coût, hein, au milieu. Il y a un coût cognitif, hein, toujours. Là, par exemple, après notre entretien, je ne peux pas travailler tout de suite. Je vais devoir m'arrêter. Les conséquences pour moi au quotidien, bah, c'est que j'ai des fatigabilités qui sont plus grandes. Ça se voit pas forcément, mais c'est le cas. Et donc, j'ai dû développer des stratégies. Donc, tu parlais tout à l'heure de prendre des notes. Bon, bah moi, la prise de notes, c'est à la fois une stratégie pour focus, moi, parce que je retiens par cœur pratiquement les séances, mais j'ai besoin d'être focus. Donc je gribouille sur mon carnet et ça me permet de rester attentif. Tu vois, je pose des questions à mon carnet, etc. J'utilise un objet, comme je te l'ai dit, parce que parfois, ben, certains dérangements, je ne sais pas si tu l'entends, mais derrière moi, par exemple, il y a des bruits. Ces bruits-là me dérangent. Et à chaque fois que j'ai ce bruit, ça me demande un effort conscient pour revenir à notre conversation, pour ne pas perdre le fil de notre conversation. Donc tu vois bien que à la fois c'est musclant, ça m'oblige à développer des muscles attentionnels qui sont peut-être supérieurs dans certaines conditions, mais dans le fond, c'est aussi une fatigabilité bien plus importante. Un bon Excellente sujet, question, ça te permet justement de créer de la très pertinent. concentration et de l'attention là où Oui. normalement c'est moins facile chez toi, Hmm. et l'accompagnement des Alors, gens qui peuvent avoir ce genre l'hypnose. de troubles. Mmh. Alors j'ai des groupes en fait, et des individuels qui viennent des adultes, comme moi en fait, hein, qui partagent, on a tous à peu près les mêmes, on a un certain nombre de problématiques communes et un certain nombre de fonctionnements dits communs. Souvent, enfin pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, on est devenu indépendant, on a développé notre propre activité, on est souvent multicompétent. C'est très compliqué parce que, la question de la légitimité est toujours un gros problème, heu pour nous, puisque on peut être très bon dans plein de domaines et ça fait pas très sérieux, donc on a du mal à exister, comme des professionnels valides. Heu, Souvent, l'hypnose, alors mais c'est pas l'hypnose qui est venue en premier comme soutien, c'est plutôt la méditation qui était mon premier outil de rééducation. Alors c'est pas un outil de réédu alors c'était et un outil de rééducation et un outil de repos. Imagines-tu que, tu vois, les ruminations mentales, moi, c'est ma vie, quoi. Alors, dans mon cas, comme tu parlais d'arborescence, c'est un peu plus que ça même. Ce que je trouve amusant dans ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression, on avait fait une super conférence il y a longtemps maintenant avec Cyril Champagne sur les convergences, divergences et passerelles entre méditation bouddhiste et auto-hypnose. On a été précis parce qu'il Tout à y a fait. tellement de techniques de méditation. Mmh. Et j'ai l'impression que, pour avoir fait quelques stages de méditation Vipassana et autres, euh, la méditation, c'est assez dur en fait. Ou autrement dit, le but c'est pas de la réussite. C'est pas de la réussir, c'est d'avoir une intention de rester présent et quand tu as les 2 ennemis qui se présentent, c'est-à-dire tu pars dans tes pensées ou tu pars dans du sommeil, tu décroches, hem, d'avoir beaucoup de bienveillance pour revenir à l'entraînement qui est une forme d'entraînement à la discipline de rester présent et j'ai l'impression et peut-être que du coup ça va nous offrir un éclairage sympa avec ton expérience, que les techniques hypnotiques vont permettre, souvent de, comment dire? Contourner cette difficulté ou en tout cas la minimiser, justement en jouant sur les mécanismes attentionnels et d'éviter qu'on se perde. Alors
parfois ça vaut le coup d'être guidé, parfois avec l'entraînement, l'auto-hypnose permet d'y arriver. À l'impossible, nul n'est tenu, hein, on n'y arrive pas toujours tout le temps. Il peut y avoir, enfin, je veux dire, non, Non, mais non, on a c'est tous ça. des listes de courses, des émotions. Parfois, euh, à cause des réseaux sociaux ou de cette tendance à projeter sur l'autre certaines choses, on pourrait avoir l'impression que les gens qui s'exposent sont parfaits. Je pense que toi comme moi, on sait C'est que ça. c'est pas du tout le cas. Non. Mais Chers sur de très auditeurs, bonnes vous aurez lignes, vu que je ne suis pas parfait. voilà, réciproquement, par contre, bah, heureusement, bon, il y a certains outils, certaines méthodes qu'on pratique et qui, la plupart du temps, fonctionnent aussi. C'est quand même important qu'on puisse incarner quand même un Mmh, minimum ce qu'on propose. mmh. Et du coup, toi, Alors, entre hypnose et méditation, tu dis donc tu es plutôt rentré par la méditation. alors, j'ai fait mon mix. J'ai fait mon mix il y a quelques années. Au départ, c'était c'était la méditation. Pour ceux de ma génération, il y avait très tard la nuit, il y avait sur Skyrock, mais c'était il y a une éternité, il y avait ce qu'on appelait la méditation transcendantale. C'était marrant parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je sais qu'en fait, la personne faisait un genre de relaxation progressive avec des couleurs, etc. Bon, c'est ma première entrée dans cet univers-là. Ensuite, sur les tatamis d'arts martiaux, oui, j'ai découvert la méditation zen, donc hyper rigoriste, c'est quand même assez costaud. Et en fait, je suis sorti un peu de tout ça justement parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est plus du tout une discipline, plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. En fait, j'ai mixé les deux. Alors, je vais expliquer un peu ma manière de faire et puis après, si tu veux, on pourra lui donner un nom, mais moi, je suis pas trop capable de donner un nom. La base pour moi, c'est première étape, trouver une posture, une position dans l'espace. Je fais pas ça juste parce que c'est important d'être immobile, je le fais en marchant aussi, hein, mais parce que ça permet justement de fixer l'attention. Donc, je choisis pas une posture. Alors, on peut le faire assis, sans problème, assis normalement, ordinairement, ça marche très très bien. On peut aussi prendre, moi j'aime bien être dans une position de demi-lotus parce que je trouve c'est une position qui me plaît bien. Elle ritualise en quelque sorte un peu ce que je vais faire, donc ça m'aide à démarrer. Mon premier travail, qui peut durer un certain temps, c'est être capable d'utiliser ma proprioception, c'est-à-dire de percevoir mon corps dans cette position. Rien que ça peut prendre 5-10 minutes. Et pas, surtout pas, de ne penser à rien. Surtout pas. Moi, je ne suis pas du tout dans cette approche. Ne penser à rien, c'est déjà penser à trop, quoi. Donc, moi, je ne pense pas à rien, je pense à mon corps tel qu'il est, tel qu'il fonctionne, etc. Petit à petit, je suis le chemin de mon corps de manière très simple, jusqu'en haut de ma tête. Et puis après, je vais créer un petit mécanisme de relaxation que tu connais ou qu'on peut. Chacun, on a un peu le nôtre. Petit à petit, voilà, je déroule mes muscles, je peux créer une petite sensation si j'ai envie. Quand j'arrive à aller jusque-là, déjà, c'est super. Je me suis offert 5-10 minutes d'une attention focalisée reposante. C'est reposant de faire ça pour le cerveau. Mais quand je veux aller plus loin, qu'est-ce que je fais? Je rajoute un mouvement idéomoteur avec ma main droite ou avec ma main gauche. Ouais, là, Je tu crée parles quand même volontairement un mouvement. beaucoup d'hypnose quand Ouais. même. Enfin, je veux Bah dire, pour moi, alors, c'est assez éloigné en tout cas de la pratique méditative alors, je sais pas parce que tu vois, quand tu te fais guider en hypnose, pardon, lapsus révélateur, quand tu te fais guider en méditation, bon, il y a tout un déroulé, hein, en général, il y a un genre de, c'est scripté un peu quand même la méditation. C'est rare qu'on te dise, allez, mettez-vous en position. Alors, en méditation zen, c'est comme ça. T'es assis, à genoux, en seiza, et bon, ben, voilà, tu fais face à ça. Mais quand même, il se passe des choses dans la tête. C'est impossible. Enfin, oui, il y a peut-être des grands maîtres qui savent faire ça, mais moi, la sinon, non. technique de méditation que j'ai reçue et pratiquée, c'est tu te concentres sur les sensations corporelles. Et Voilà, quand tu pars dans tes pensées ou quand tu t'endors, quand tu t'en c'est rends ça. compte, tu reviens à tes Ça. sensations corporelles. Donc c'est vrai. Alors, Mmh. alors, du coup, il y a effectivement cette volonté de focalisation de l'attention. Après, C'est quand tu ça. parles de faire de la relaxation et de faire du mouvement idéomoteur, pour moi, on est déjà dans une pratique Alors, je fais le lien à ce moment-là, alors particulièrement parce que je suis TDA et que pour moi, c'est très compliqué d'être immobile, sans rien faire. Parce que automatiquement, j'ai une pensée. Donc plutôt que, de me dire: «Je contrains ma pensée», non, je vais juste la diriger. Je vais utiliser ce mécanisme. Je ne vais pas le refuser. Je vais l'utiliser tel qu'il est. Typiquement utilisationnel à la Ericsson, hein. Moi, j'utilise ce que j'ai en moi plutôt que de dire ah non, c'est pas bien, faut le changer, quoi. Non, c'est comme ça. Cette énergie-là, elle est utilisable. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais utiliser, quand je dis utiliser un mouvement idéomoteur, en sophrologie, ça existe, hein. Par exemple, je mets ma main en l'air. Tu vois, enfin, quand je dis en l'air, je suis en position voilà, je fixe un point si j'ai envie, hein, en plus, ou je fixe pas de point, j'ai déjà les paupières fermées. Simplement, je laisse le poids du bras descendre et je ralentis
le poids de la main. Et quand j'arrive en bas, où, eh bien, je suis dans un état un peu modifié de conscience. Alors, ensuite, c'est souvent la question de qu'est-ce qu'on fait avec cette méditation? Pourquoi? Déjà en soi, le faire, moi je trouve que c'est une hygiène de vie très sympa, comme de boire un verre d'eau le matin, quoi. Comme se laver les dents. Pas plus compliqué que ça, pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures. Ensuite, on peut avoir envie d'une rêverie, ce qui est le cas de beaucoup de méditations. On va chercher des espèces de rêveries personnelles ou des voyages. Bon, pourquoi pas. Enfin, moi j'essaie d'être plutôt concret dans mon approche. J'ai une imagination qui est très fertile, mais justement, à ce moment-là, je ne souhaite pas vraiment avoir mon imagination qui se déploie. Je souhaite plutôt être dans ma corporalité pleinement. Méditation de pleine conscience. Pleinement dans mon corps, être sensible à ce qui se passe. Il m'arrive régulièrement d'avoir des temps de méditation qui sont assez longs, hein, avec ça. Quand je dis assez long, 25, 30, 45 minutes, c'est pas, enfin pour moi c'est un temps ordinaire. Tout est, et c'est plus une question d'espace non plus. À un moment, il fallait que j'ai un espace calme. Maintenant, je médite comme ça dans un aéroport, sans aucun problème. Je parlais tout à l'heure de en marchant. Alors, c'est ce que m'a apporté la sophrologie. C'est la capacité de mettre du mouvement dans tout ça. Parce que je trouve que l'idée du figé, bon, c'est cool, mais au final, voilà, c'est la partie la plus facile. Les conditions sont optimum. Mais quand on est dans la vie, c'est autre chose. Alors, une amie japonaise qui fait de la cuisine macrobiotique me disait, moi, je médite en faisant une tarte. Tu vois? Et au départ, je trouvais ça un peu ridicule. Mais maintenant, je dois dire que c'est tout à fait ça. Quand je fais mon ménage, action que je conseille à beaucoup, je me suis inspiré de Gandhi pour ça, qui avait une espèce de philosophie autour de l'idée de faire le ménage, enfin, tu vois, un acte humble qui te rend humble, mais aussi derrière, il y a cette espèce de, je sais pas, ouais, de rectitude, de mobilisation de l'attention pendant que je suis en train de faire cet acte. Ça fait partie de mes Investis de routines. ta présence. Exactement. Et, j'avais entendu cette image que je trouve assez jolie, les bouddhistes qui te disent que tu fais pas la vaisselle, tu caresses les plats. Oui, c'est très beau, c'est très beau. Je mettrai le lien. Effectivement, j'ai une vidéo sous-titrée de Tony Robbins qui avait fait exploser ma page Facebook à l'époque. Et il donnait son rituel matinal, et justement, qui allait un peu à l'encontre de la méditation. Il disait, mais parce que je pense que c'était une mauvaise vision de la méditation, ne plus avoir de pensée, c'est pas possible. Oui, Et je crois pas que ce non, soit le but de la méditation. Par contre, entraîner son cerveau et son esprit à rester focalisé, ça fait c'est plus ça, sens. Je mettrai aussi un lien vers une vidéo qui est assez chouette qui s'appelle One Moment Meditation. Et en fait, il t'explique la méditation en un instant. Et ils te disent que la plupart des écoles de méditation t'invitent à t'entraîner sur des durées longues pour justement que c'est ce soit un ça. entraînement et qui est assez dur, et c'est très bien. Et eux, ils proposent l'approche un peu inverse, Oui, c'est de faire des méditations de plus en oui, plus courtes pour arriver à s'entraîner, à avoir des instants méditatifs, de sorte à ce que dans le brouhaha ou le maelstrom de la vie, parfois qui nous brasse, les c'est ça. enfants, le stress, le boulot, etc., de pouvoir avoir des cordes de rappel. Et donc, ils ont un bruit de sonnette, un petit ping comme ça pour créer un ancrage et revenir à un état de centrage qui puisse être instantané. Ça, c'est vraiment fait partie des outils que je donne très vite aux adultes qui consultent le cabinet parce que je trouve que c'est important d'avoir un truc à soi qu'on a envie de, tu vois, qu'on polie, voilà, très facile à faire et conscient, volontaire, tu vois. Voilà. Non, super. Avant que je te demande un petit peu s'il y avait une question que je t'avais pas posée, laquelle tu aurais aimé que je te pose, juste je voulais venir sur la pédagogie. Alors là, c'est un peu intéressé en tant que formateur, mais je pense que ça vaut, ça vaut pour peut-être des gens qui peuvent être formateurs parmi les auditeurs, auditrices, et des gens qui peuvent vouloir se former. Toi, quel est avec le master, les masters que tu as fait, je sais pas s'il y a un ou deux éclairages, qui tiens, ok, au-delà de venir se former, de faire un stage en présentiel auprès d'un professionnel pour voir comment il travaille en conditions réelles, Mm. ouais, c'est quoi les deux, trois trucs là qui te semblent bonifier la pédagogie, qui te semblent bonifier la capacité à apprendre, en l'occurrence l'hypnose, puisque c'est plutôt le focus de ces Ouais. entretiens. Alors, si tu es formateur, je te dirais que te recentrer sur l'utilisateur, c'est-à-dire celui qui vient prendre ta formation, qui vient te voir en tant que formateur, et celui qui sera le client de celui qui vient se former chez toi, B2B2C. OK, donc c'est hyper important. Ça, c'est la méthode du design thinking. On se recentre toujours sur l'utilisateur. Donc, par exemple, ben, quand tu as des gens qui viennent en formation dans ton centre de formation, bah oui, qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est leur problème? Et ça, c'est des questions à poser avant de fabriquer son cours. Maintenant, quand on est élève,
pour moi, la priorité, c'est des perspectives, c'est d'avoir des perspectives. Des il y a pas de dimension en 2 dimensions, il faut être en 3 dimensions, 5 dimensions, en 10 dimensions. Donc s'autoriser à être curieux. Tu vois, moi je chine toute la journée des bouquins, des vieux bouquins, parce que je trouve ça fascinant, de voir que des gens ont écrit il y a 100 ans, 200 ans, plus parfois, bah, dans le fond des recueils, où ils ont pensé des thèmes comme les nôtres. Et du coup, ça je lis là depuis, ça fait une semaine, là j'ai repris, l'hypnose de Chertok. Tu vois? Bon, c'est passionnant et franchement, c'est bien de lire un truc comme ça te donne, tu te dis qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées. Donc moi, je conseille aux élèves de lire, de se cultiver, pas parce que c'est important de faire le malin en donnant des mots savants, mais parce que ça donne une perspective. On n'existe pas seul au milieu de nulle part. On est lié aussi à un continuum de gens, de pensées et c'est vachement important de pouvoir faire référence à ça pour sa culture personnelle, mais aussi pour les gens. Je trouve ça bien d'être capable de parler de ce qu'on fait. Ensuite, je conseille aussi pour la partie travail, pour les futurs professionnels, de d'oser se structurer, mais de pas se laisser bouffer par la structuration non plus. C'est-à-dire que combien de fois j'ai vu des étudiants fabriquer des fiches d'entretien, mais à la précision, mais en fin de compte, impossible de les utiliser. Je rappelle que le carnet de notes, c'est ce qu'il y a de plus précis. C'est ce qu'il y a de plus simple. La date en haut, le nom de la personne, les éléments, et voilà. C'est sûr que pour ça, il faut avoir été formé à l'anamnèse, à tout un tas de sujets, mais quand même, ça reste un élément clé. Alors, la structure, c'est important au départ. Mes enfants sont musiciens, je suis musicien, je pense exactement comme Bob Burns, il n'y a pas d'impro tant qu'on ne connaît pas ses gammes. Donc, on apprend ses gammes, on répète, et on s'emmerde un peu à répéter ses gammes pendant un temps. Et au bout d'un moment, on sait jouer. On ne sait pas bien jouer, on sait jouer mécaniquement. Et c'est là où on va développer, bah tiens, moi dans ma fiche d'entretien, là, voilà, un espèce de toucher. Mais alors, je reprends un mot d'Antoine Garnier. Mais c'est vraiment ça, hein. Moi, je me pense comme un artisan. Je ne suis pas un artiste, je suis un artisan. Pas du tout un artiste. Donc j'ai une manière du geste métier, de polir les choses. Et c'est franchement, pour moi, c'est une dimension hyper importante, hein. Je me suis jamais considéré comme un artiste. C'est pas un art ce qu'on fait, c'est un artisanat. Donc avec une certaine, parfois il y a des belles choses dans l'artisanat. Mais disons que ma volonté n'est pas forcément de faire une œuvre d'art. Ma volonté, c'est d'avoir un objet qui ait une certaine forme ou d'aider la personne à fabriquer la forme qui lui plaît, plutôt dans l'idée du design même que tu vois que de l'objet. C'est-à-dire qu'il doit être fonctionnel, beau, élégant. Quand tu parles de l'hypnose élégante, moi, je me suis tout de suite reconnu quand tu as dit ça. Dans ce sens-là, dans l'idée du design, pas dans l'idée de beau pour faire l'esthétique, non, parce que c'est ça le design. C'est un objet dont on comprend le sens instantanément en le regardant, en le touchant, en le pensant. Donc voilà ce que je conseille. Alors ensuite, c'est un travail assez long et je pense qu'il faut oser prendre le temps aussi de se former. Ça prend du temps. Se former, c'est quand je dis se former, on se forme à l'hypnose. Il y a des formations de qualité, hein. Moi, je trouve que les formations sont relativement de qualité. Alors, peut-être pas partout du même niveau, mais il y a des formations de qualité, des centres qui ont pignon sur rue, qui font le job de manière importante. Je pense que s'il n'y a pas une formation sur la relation, c'est un peu juste. Voilà, la formation sur la relation, c'est quand même important parce qu'une grande part de notre travail, c'est de discuter ou d'être avec des gens. Et donc, si on se contente de faire de l'hypnose, c'est pas possible, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas J'entends possible. souvent cette idée avec laquelle je suis plutôt d'accord. J'ai l'impression, je sais pas, la réponse que ça me donne, immédiate, ce serait de se former en Gestalt, qui est un peu la thérapie de la Voilà, relation. Mais c'est court, hein, une parfaitement. formation Gestalt, c'est 5 ans. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu aurais des éclairages, quel genre de grands chemins ou de grandes écoles de pensée sur la relation on peut aller explorer? Alors, moi, je conseille de lire des ouvrages, hein. On peut lire, par exemple, on parlait de Rogers. Voilà, un auteur qu'il faut lire, qui décrit la dimension empathique, pas au sens j'aime mon prochain, mais au sens je suis capable de me mettre à la place de mon prochain, dans une idée de travail. Et ensuite, je conseille aussi de lire des grands pédagogues qui ont une approche très. Je pense à Piaget, c'est intéressant. Enfin bon, c'est un peu complexe aussi de lire Piaget. Mais disons que dans l'idée, pour s'entraîner à ça, ben, c'est un peu toute la vie. Tu vas à la boulangerie acheter ton pain, c'est une manière de s'entraîner à faire de la relation, autrement que simplement en achetant son pain, par exemple.
C'est-à-dire que quand je vais acheter mon pain, ben, qui est ma boulangère? Comment allez-vous? Ça fait partie vraiment, ça semble anecdotique, mais ça l'est pas. Et c'est comme ça qu'on s'entraîne au quotidien. Écoute, Cédric, merci infiniment. C'est passionnant. On pourrait t'écouter pendant des heures, ce qui est souvent une des qualités des hypnos, mais c'est vraiment une chouette richesse dans tout le volume et les éclairages que tu nous proposes. Mais la vie étant aussi faite de contraintes, si on se rapproche de la fin de l'interview, voilà, je te laisse le champ libre. Qu'est-ce que tu souhaiterais nous partager pour finir en beauté ce moment d'échange? Alors, merci, merci de m'avoir invité, c'est super sympa. Bon, ensuite, j'espère que j'ai pas été trop arborescent. Tu connais maintenant ma nature, c'est toujours comme ça. Non, je voulais faire, alors, je voulais peut-être apporter trois éléments peut-être de synthèse. Alors, d'abord, pour moi, donc la question de l'identité professionnelle, c'est une vraie question à se poser. On vient pas de nulle part, et donc c'est bien de, même si on n'aime plus nos racines, moi je suis différent de celui que j'étais, mais ça compte, et ça donne une teinte très personnelle à notre travail, voilà. Deuxièmement, oser poser les bases de nos projets professionnels, et ne pas... alors, c'est bien de se laisser porter par ses idéaux, mais ça compte aussi d'avoir une organisation, parce que c'est là où on peut se faire mal, donc je trouve ça important. Troisièmement, il y a des sujets qui sont techniques et la technique, ça prend du temps à apprendre. Certains sujets, comme les troubles neurodéveloppementaux, demandent une certaine connaissance et aussi une certaine technique. Voilà, donc il y a des formations spécialisées. Heu, c'est pas simplement comprendre, c'est aussi en faire l'expérience. Il faut avoir, j'ai des personnes dans mon cabinet qui sont agressifs ou auto-agressifs. Ça, faut savoir gérer quand même. Donc, c'est sûr que c'est pas à la portée de tout le monde. Donc voilà, enfin, quand je dis c'est pas à la portée de tout le monde, les parents le font bien tous les jours. Mais, pour nous professionnels, il faut quand même une petite formation. On se fait forcément surprendre, mais disons que pour éviter de se mettre en difficulté inutilement, il vaut mieux dans ces cas-là décliner, si on se sent pas en capacité. Quand on comprend pas et qu'on sait pas, on passe la main, c'est toujours mieux, c'est le bon réflexe. Deuxièmement, enfin, je voulais remercier un peu aussi des gens avec qui m'ont vachement, aidé à développer, une hypnose plus moderne, plus détendue. Alors, bon, j'ai parlé de Jordan Verro, d'Antoine Garnier. Antoine Garnier, parce que vraiment, il est proche d'érudits enfin, qui me plaît énormément. Lui aussi, comment, enfin, on est un peu passionné d'histoire, de l'histoire de ces techniques, et moi, je trouve que c'est absolument fascinant, donc j'adore, je me plonge très régulièrement, et j'écris beaucoup d'articles d'ailleurs sur LinkedIn, c'est un peu mon espace de publication pour des articles sur ces sujets-là. Ah, je mettrai les liens Je pense évidemment. que merci. Je suis aussi, j'ai beaucoup apprécié la formation de Jérémy Colliez, que je connaissais pas du tout comme toi, mais c'est Jordan Verro qui a fait le lien, et je dois dire que enfin, c'était génial. Ça m'a énormément décomplexé, ça m'a énormément aidé aussi à être plus moi-même, dans mes séances, sans être non plus, tu vois, en étant concentré sur ce que je fais, voilà, pas complètement lâché, mais avec une approche beaucoup plus détendue, et je trouve ça, génial. Bien sûr, je pense aussi à Becchio, Jean Becchio, je vous conseille de lire son ouvrage. Je crois que ça s'appelle Du nouveau dans l'hypnose, quelque chose comme ça. C'est vraiment bien, c'est bien écrit, c'est documenté, c'est sérieux. Et voilà, c'est pas mal déjà tout ça. Voilà. Je vous conseille aussi les formations d'Adrien, parce que j'ai suivi sa formation sur les mains collantes en ligne et j'ai trouvé ça très bien. Pourtant, j'étais pas très. Enfin, ouais, c'était une technique que je trouvais vraiment très ennuyeuse et en fait, j'ai trouvé ça très bien. Ah voilà. Et pour terminer, je me suis formé aussi avec Brice Lemaire à Nice. Brice Lemaire, qui est un chirurgien dentiste, spécialiste des techniques hellmaniennes. Je pense que c'est vraiment une technique qu'il faut apprendre. Quand on est hypnothérapeute, ça fait partie de la boîte à outils de base, très très puissant, très efficace. Après, quand on sait faire ça, on peut développer ce qu'on veut. Voilà, Adrien. Magnifique, tu ouvres avec encore de belles perspectives. C'était une vraie joie d'avoir cette opportunité de mieux te rencontrer, de te rencontrer tout court, d'apprendre à te connaître et puis voilà, d'avoir, entre guillemets, cet éclairage à travers tes lunettes. En plus, tu as des lunettes colorées, du coup, voilà, ça fait une... Et Et j'ai une montre je vais vraiment, assortie et j'ose dire, je vais plus loin. J'ai aussi des faire crocs. il a décalé ses crocs. Ce n'est pas fait Génial. exprès, c'est comme ça toute la journée.
Ça donne envie de poursuivre, il y a encore plein de choses à se dire et voilà, j'espère en tout cas que cet On aura échange peut-être l'occasion. avec grand plaisir et qui sait, pourquoi pas d'autres enregistrements. En tout cas, pour les gens qui nous ont écoutés, suivis, n'hésitez pas voilà, à commenter. Moi, je mettrai évidemment tous les liens vers tes différents axes de travail. Et puis, si notre échange d'aujourd'hui a plus vocation à ouvrir des portes et des échanges futurs, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous connaissez les us et coutumes des réseaux sociaux. Et en tout cas, d'ici nos prochains échanges, je vous dis à toi, Cédric, et à toutes et tous, un grand merci et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.